Vous êtes à l'écoute de la Ligue des Cinévores, en mon compagnie, toujours votre animateur Mathieu, et j'ai avec moi mon co-animateur, toujours présent, mon inséparable. Sans lui, le podcast n'existerait pas parce que c'est littéralement lui qui est le technicien du podcast. Merci. Max, comment ça va? Ah, man, c'est une semaine de fou. Ah ouais? Ah, je manquais de temps dans tout. J'ai même pas pu continuer mes séries, man. Il là 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 là. Je sais. Il va falloir qu'on revoie comment tu gères ton temps. Là. Il me semble qu'il y a des pertes là, qui se fait. Là. Ouais, faut que je tombe sur le chômage. En tout cas. Mange la menthe, c'est pas mon choix, ok? Oh non, je faisais pas référence à Je toi. sais que Mais si tu ouais. te sentais concerné. Ouais, c'est ça. Mais bon, cette semaine, on critique un film d'horreur. On a changé nos plans dans la minute, comme vous avez pu le constater si vous suivez notre page Facebook ou Donc, Twitter. si c'est pas le cas, vous pouvez nous suivre sur Facebook. Très bien dit, Max. Très Hey, bien sais-tu dit. qu'on est à 11 abonnés sur YouTube? Ouais, on va être rendu à 100, là. Wouhou! On est une PewDiePie avec ses 55 millions, là. Mais on est à 11 abonnés de pouvoir mettre enfin youtube.com/la Ligue des Cinévores. Ah ouais? Ah, 11. Oh shit, Je dis ça de allez-y. même. Allez vous abonner sur YouTube, Ouais, allez-y. s'il vous plaît. Bref, à la place de critiquer le film Bohemian Rhapsody, le film qui était sur le groupe Queen, mais le groupe mythique, on a manqué de temps cette semaine, comme Max a dit de son bord. Nous allons reporter ce film-là la semaine prochaine. Et pour cette semaine, on a décidé de critiquer un film d'horreur qui, à l'époque, était très attendu quand il a été annoncé, quand il est sorti. C'est le film Slenderman. On reviendra un peu plus loin sur ce film-là. Mais d'abord, on va aussi parler de Gladiator, de Black Mass et de Witcher. Alors, sans plus attendre, on va être du côté des chroniques. Les chroniques. Alors, on est du côté des chroniques et on commence toujours par ce qu'on a vu et écouté. Et je vais laisser Max aller parce qu'il y a quand même deux films intéressants à jaser que je suis curieux de l'entendre. Ben, c'était la semaine de l'Halloween, comme tu sais, Mathieu, et j'en ai profité pour écouter des films d'horreur cette semaine, apparemment. Et j'ai écouté le premier Halloween de Rob Zombie. Le fameux reboot, là. Ouais, ben reboot/remake, en fait. Ouais. Il est très... dans le fond, on voit la jeunesse de Michael Myers quand il était petit. Et on le voit, dans le fond, évoluer, devenir un psychopathe sans froid, qui parle plus, puis qui tue sans aucune raison. Honnêtement, j'ai trouvé ça très moyen. J'ai vraiment pas capoté. Je trouvais que la première demi-heure était intéressante. C'était intéressant de voir la jeunesse de Michael Myers, de le voir... qu'est-ce qui l'a poussé à devenir un tueur. Ses intentions sont correctes dans le sens que je comprends pourquoi, mais je trouve que c'est comme Rob Zombie, comme dans son style de réalisation, c'est comme faire des films qui sont sales, genre tu sens que tout est crotté, il n'y a rien de propre. C'est un style. Puis ça, je reproche rien. Ça permet au film justement de se différencier de ce qui a été fait auparavant. Mais j'ai trouvé ça vraiment pas fameux au niveau surtout des acteurs. En plus, c'est la femme de Rob Zombie qui joue la mère de Michael Myers là-dedans. Puis je la trouvais vraiment pas crédible. On a le droit aussi au rôle du père, qui est pas le père, qui est le beau-père alcoolique. La sœur qui est juste une bitch, qui est une... Excusez-moi le terme, qui est comme montrée comme une salope, là. Parce que c'est le but, là. C'est le but de montrer que la fille est comme ça. Tu sais, je trouvais ça tellement cliché sur plein d'aspects. J'étais comme, oh boy. Puis le film, à moitié, décide de tourner comme 57 puis devient juste un slasher classique de Michael Myers qui tue du monde. Mais le film perd tout son sens. C'est juste un remake poche, genre de ce que John Carpenter avait fait à l'époque. Bref, j'ai pas été impressionné ben. En fait, je te dirais même que les 20 dernières minutes, je regardais plus mon set que le film tellement que j'étais ennuyant. Là. D'accord. Mais avant que j'écoute cela, j'ai écouté un autre Halloween. Parce que je me suis promis que j'allais essayer de toutes les écouter. Par principe, j'ai le goût de. Ça manque à ma culture parce que quand je suis allé voir Halloween, le dernier du nom, avec toi, ben j'avais vu aucun Halloween. Fait que je trouve qu'il est temps comme je m'y mette puis que je les vois. Et j'en ai pris au pif vu que 11 films d'Halloween. Ouais, littéralement. Et c'est Halloween Resurrection. C'est lequel celui-là? C'est quoi son numéro? Ça a l'air que c'est le pire. Ah, d'accord. Puis c'est définitivement le pire. C'est d'une nanarnesse, c'est mauvais, là. D'un, ok, il y a Busta Rhymes et Tyra Banks comme acteurs. Je sais pas si tu connais Busta Rhymes. Non. C'est un rapper qui parle super vite, là. Oh boy. Ouais, c'était ça. Et dans le fond, c'est lui, en plus, qui sac une volée à Michael Myers en lui faisant du kung-fu, là. C'est... Oh, oui, puis les scènes de meurtre là-dedans sont mauvaises. Là. Puis genre là-dedans, Michael Myers, c'est pas juste un gars raide qui avance puis qui va tuer. Non, là-dedans, il se muscle. Là. Il attend ses victimes en s'accrochant sur des poutres dans les airs.
écoute, il va chercher la fille qui fait Jamie Lee Curtis, il va la chercher dans le film. Puis c'est tellement mauvais, là. Mais tu sais, mauvais, genre la scène qu'il est comme pendu par les pieds, puis Jamie Lee Curtis avait comme tous les moyens pour pouvoir le tuer, puis elle le fait pas du tout, genre. Ah, puis dans le fond, j'ai oublié de dire c'est quoi le crunch du film. Le film, c'est une télé-réalité sur la maison de Michael Myers, et Michael Myers retourne dans cette maison-là pour tout le monde. C'est le pire film. Je l'ai pas fini. Je l'ai pas fini, j'ai arrêté aux 3/4. Tu sais, j'aime ça des films qui sont pas bons, là. Des fois, ça peut être vraiment divertissant, mais ça, là, c'est un... Écoute, j'ai fait un plus beau tas dans ma toilette tantôt. Là. Ben, écoute, pour le premier Halloween que tu as mentionné, je sais que la nouvelle version de Rob Zombie était celle qui se débrouillait le mieux par rapport à tous les films qui étaient sortis. Parce qu'à part le premier, tous les autres étaient considérés comme mauvais ou mitigés. Puis même il y en a, c'était intense. Je sais pas si c'est celui-là, le dernier que tu as écouté, Résurrection. Ben, c'est lui qui a 12% sur Rotten. Ah, ok, ben c'est ça, c'est le plus bas. Le plus bas de la gang, il y a genre 12%. Puis en moyenne, ça se tenait entre 30 et 50%, sauf le premier qui avait genre 89%. Ouais. Puis bref, moi aussi je voulais les écouter les autres Halloween, mais je sais que la plupart sont vraiment pas bons. Donc ça me refroidissait un peu, mais j'aime beaucoup le personnage d'Halloween, surtout que c'est lui qui a créé un peu le concept des slashers. Parce que c'est le premier, c'est regarde historiquement dans les films d'horreur. C'est le premier, avant lui, il n'y avait pas de Jason, il n'y avait pas de Freddy, il n'y avait pas de Frisson. Non, mais il y avait Psycho, par exemple. Il y avait Psycho qui était aussi Psychose. Il y a de Alfred Hitchcock qui est un excellent film à voir. Moi, j'ai déjà vu à plusieurs reprises et c'est un excellent film. Et d'ailleurs, on fait une série préquelle sur le film. Motel Bates? Bate Motel ou un truc comme ça. Là. Ouais, c'est vrai que c'est super bon en plus. Ouais, il y a comme, je pense, 6 saisons, tout comme ça. Ouais. Mais reste que Halloween, c'est à voir pour ceux qui connaissent pas, ça vaut le détour, surtout le premier puis le dernier. Mais si vous voulez vraiment continuer dans la franchise, c'est ceux de Rob Zombie qui valent le détour, même s'ils sont pas. Ah, mais ça a l'air que le 2, c'est pas écoutable. Ah non? Ça a l'air que le 2, c'est. Parce que dans le fond, ce que Halloween de Rob Zombie voulait faire, c'était comme de déconstruire le personnage puis de l'amener dans des nouvelles horizons, genre. Puis le deuxième Halloween, ils voulaient pas le faire, mais le studio, ils ont comme tordu le bois parce que sinon, ils ont dit qu'elle allait donner ça à un autre réalisateur. Fait que, voulant qu'on touche pas à son bébé, il a voulu s'en occuper lui-même, puis ça a l'air que ça a été une catastrophe sur tous les plans. Là. Parce que ça a l'air que Michael Myers porte pratiquement jamais son masque. Oh boy, ok. Ouais, ça donne une idée, là. Étant donné seulement qu'ils font le mystère autour de son personnage, parce qu'on voit jamais son visage. Ouais, puis, excuse-moi si tu me permets. Michael Myers ressemble beaucoup à Rob Zombie dans le film. Ok. Pour vrai, là. En tout cas, bref, je vais aller avec ce que j'ai vu. Ouais, vas-y. J'ai écouté le film, comme tu aimes le dire, en eau trouble. Même toi, tu préfères dire Meg, là. Ouais, Meg, ou Mégalodon au nom complet, qui était un film qu'on a critiqué il y a quand même un certain temps déjà. Il est sorti cet été, à la fin de l'été au cinéma. Je pense que c'était en août, je me souviens bien. Et, quelque chose comme ça, ouais. Et on l'avait été voir au cinéma ensemble, un film avec Jason Statham. Et je l'ai écouté récemment avec plusieurs de mes amis parce que dans mon entourage, j'étais le seul qui l'avait vu. Et donc, vu qu'on cherche un film à écouter, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Puis Meg venait de sortir au club vidéo. Eh bien, on a décidé de l'écouter. Et écoute, c'est toujours intéressant à voir, mais en l'écoutant avec d'autres mondes, j'ai pu aussi constater parce qu'il disait des commentaires pendant écoutant le film, qu'il y a quand même plusieurs défauts apparents au film qu'on a déjà mentionnés, mais qui vraiment auraient pu être un peu plus retravaillés. Exemple, la longueur du début, qu'on a déjà mentionné. J'ai un de mes amis que lui, là, ça l'a fait décrocher pendant un bon bout. Là, il trouve vraiment long. Il avait juste hâte que le requin arrive. Je peux le comprendre parce que l'abandon se montrait juste le requin. C'est-tu Philippe? Non, c'était Ismaël. Ok. Ouais. Mais au final, ils ont quand même apprécié ça, mais tu sais, c'était pas. C'est pas le gros film en soi. Puis, écoute. Mais je pense que c'est un film qui se vit bien au cinéma, hein. Ouais, qui se prend bien au cinéma, effectivement. Surtout qu'il était offert en 3D. Qui était quelque chose en soi. On a eu du fun, toi puis moi. Ouais, on a eu du fun. Et c'est sûr, c'est pas le film révolutionnaire, même s'il se veut un peu comme le retour des requins au grand écran. Parce que avant eux, il y avait la franchise Jaws. Qui a fini par tomber un peu dans le ridicule. Puis là, il y a la franchise de Sharknado qui continue dans le ridicule des requins. Mais ça n'a pas été plus loin. Mais il reste qu'avec Meg, ils veulent relancer un peu ça, l'univers des requins. Est-ce qu'il va y avoir d'autres films de Meg ou de requins? Probablement. Ça serait dans la section actualité.
Parfait, on garde ça pour l'actualité. J'ai enfin pu finir une série que j'adore, mais que j'avais dû mettre sur la glace parce que j'écoutais trop de séries. Parce que comme pour les films, on écoute back-à-back à chaque semaine au cinéma. Il y a beaucoup de grosses séries qui se sont suivies depuis le début de l'été. Et malheureusement, j'ai pas infini d'heures devant moi pour écouter tout ce que je vais écouter. C'est pas parce que tu veux pas, hein? C'est ça, exactement. Et j'avais mis la série de Preacher de côté. Il y avait la saison 3 qui était sortie cet été. Et c'est une série que j'adore pour l'univers qu'elle montre. Et vraiment l'ambiance et la façon qu'elle déconstruit l'univers de la religion chrétienne. Et donc, j'ai pu finir la saison 3 cette semaine et que j'ai trouvé vraiment très bonne. Et vraiment avec des retournements de situation vraiment surprenants. Et la fin est digne de toutes les fins des saisons. C'est une fin tellement surprenante. Tu tombes à terre de ta chaise quasiment. T'es comme, ben voyons. Puis ça va pousse encore un peu plus loin le fait de vouloir comme déconstruire les régions chrétiennes, comme j'ai mentionné. Parce que ça tourne tout autour de ça. Dans le fond, pour ceux qui ne connaissent pas de Preacher, on suit le pasteur J.C. Custer qui, du jour au lendemain, va être témoin de pouvoir divin et ça va changer sa vie et il va décider de partir en quête de Dieu et il va être accompagné de 2 personnes, son ex-copine Tulip et un nouvel ami qui s'est fait en route qui est voyons, j'ai un blanc sur son nom, qui est dans le fond un vampire, tout simplement. J'ai oublié c'était quoi son nom, mais c'est un vampire qui va ensemble partir à travers les États-Unis pour être en quête de Dieu. Et chaque saison, vraiment, développe un univers assez unique. Et vraiment, c'est très bon. Là. Les acteurs sont 5 étoiles. L'univers est incroyablement bon, est sombre. Il y a un côté gore, il y a un humour noir, il y a une violence, il y a une déconstruction aussi, comme je dis, de la religion, mais aussi tout ce qui est mystique. Parce qu'il y a du vaudou, il y a un peu de magie, tout ça. Et écoute, l'acteur principal, je l'aime beaucoup, c'est Dominic Cooper, qui joue entre autres le jeune père de Tony Stark dans Iron Man 2 et dans la série Agent Carter. Et c'est un acteur que j'aime beaucoup voir parce qu'il est très bon et il fait des rôles assez variés. Mais vraiment, j'aurais voulu la finir avant tellement que cette série est bonne. Je comprends pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps, même si, comme j'ai dit, il y a eu beaucoup de séries que j'ai dû écouter. C'est vraiment écouter. J'ai commencé une nouvelle série, Maigret. Et je vais mettre en contexte. Dans le fond, on a écouté Johnny English il y a pas longtemps. Mm-hmm. Et dans le fond, je me suis amusé à voir la filmographie de l'acteur Rowan Atkinson, qui est un acteur britannique, on l'a déjà dit, 5 étoiles, qui est reconnu et tout. Tu m'intrigues, là. Oui, je t'intrigue. Regarde bien où je m'en vais, tu vas capoter. Et il est reconnu vraiment pour l'humour, et entre autres pour Mr. Bean et Johnny English. Mais à part Johnny English, dans les dernières années, il a fait une série. La série, c'est Maigret. Peut-être que les gens connaissent M-A-I-G-R-E-T, qui est une série policière, qui est, dans le fond, un peu le Sherlock Holmes français. C'est un enquêteur français qui existe jusqu'à 75 romans et plusieurs nouvelles sur ce personnage-là, qui a eu déjà le droit à beaucoup de films et de séries à travers les années, mais dans notre époque à nous, il n'y a pas vraiment eu de choses intéressantes. Et il y a beaucoup de pays en Europe qui ont refait leur version. Et la version la plus récente, c'est la version britannique avec Rowan Atkinson, qui fait le fameux enquêteur Maigret, qui est un commissaire dans une ville à Paris. Il est commissaire à Paris et qui doit faire des enquêtes dans l'époque avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est vraiment d'époque. Non, je pense que c'est après la Deuxième Guerre mondiale, mais je ne veux pas me paraître à travers mon chapeau. Mais bref, l'ambiance est vraiment très bien parce qu'il n'y a pas de technologie, c'est d'époque, les gens ils portent des chapeaux, les vestes cravates, c'est très gris. Mais ça n'a pas l'air humoristique, là. Non, mais c'est ça, c'est hyper sérieux. Puis l'acteur il a accepté de faire le rôle parce qu'il voyait ça comme un challenge. Parce que vu qu'il fait tant des rôles comiques, quand ils ont proposé de faire ce rôle-là, il a vu un challenge à faire, puis il est excellent dans ce rôle-là. Il est très crédible. Écoute, il y en a beaucoup qui n'ont pas voulu que tu à cause qu'il l'associait à Mr. Bean. Je comprends, mais il faut passer au-delà de ça. Il y a 2 saisons, chacun 2 épisodes. C'est des épisodes d'1h30, donc c'est des mini-films chaque épisode. Ah ouais, ok, c'est pas genre une saison de 15 épisodes. Non. C'est vraiment genre... Mais c'est comme les séries policières d'époque, là. Ben, comme Holmes, un peu, hein? Comme Holmes, ouais. Ben, je veux dire la série Holmes avec Benedict Cumberbatch. Sherlock, ouais, exactement. Excuse. Mais crème, c'est peut-être un format qui est populaire. Ouais, ben, je sais pas si c'est en Europe en tant que tel, mais surtout en Royaume-Uni, c'est un format qui est beaucoup utilisé. Autant Sherlock. Il y a même des séries américaines qui s'en ont servi. Columbo, c'était ça. C'était des 4-5 épisodes par saison, puis c'était des 1h30 par épisode. Tu l'as-tu trouvé en français ou en anglais?
Je l'ai trouvé dans les deux versions. Ok. Mais quand je voulais l'écouter, c'était hier, puis j'étais pas mal fatigué, puis je me suis dit, je vais l'écouter en anglais à la base, mais étant donné que ça me tentait pas de me focusser sur le côté anglais, je l'ai écouté en français, puis le doublage est excellent. Se disant en passant, outre le fait que je suis pas habitué de la voix qui a été choisie pour Rowan Atkinson, parce que j'ai toujours entendu sa voix québécoise. Reste que la série est excellente. J'ai écouté le premier épisode et tout le long, ça te garde en haleine. C'est un peu lent à partir, je vais te dire, mais l'enquête est vraiment très bonne. Puis tout le long, tu te demandes elle n'est pas sur HDS, malheureusement, la série. Il y a les anciennes séries qui sont sur HDS, mais pas la nouvelle. Mais écoute, j'ai écouté le premier épisode, puis je voulais écouter l'autre, mais il est rendu trop tard pour l'écouter. Mais c'est sûr que tantôt, moi, j'ai écouté le deuxième épisode. Puis pour l'instant, il y a juste 2 saisons. Ils n'ont pas encore annulé ni renouvelé la série. Puis pourtant, la série est très écoutée. La saison 2 avait 6 millions d'auditeurs par épisode, ce qui n'est pas rien en soi. Quand il y a des grosses séries américaines qui ont de la misère à faire 1 million d'auditeurs par épisode, c'est quand même incroyable. C'est peut-être Rowan Atkinson qui coûte cher. Ouais, j'imagine aussi. Puis le fait qu'ils ont tourné en Europe, ils ont voulu. Les décors, là, si tu regardes ça, c'est vraiment fidèle. C'est une des forces de cette série-là. C'est vraiment très bien fait. Il y a quelques petits anachronismes. Je les ai pas remarqués en tant que tels, mais j'étais m'amusé à aller les voir. Puis il y en a un qui est rigolo. C'est qu'à un moment donné, il se promène dans un parc. Puis il y a un enfant qui lit une BD de Tintin avec son père, puis on la voit de dos, la BD. Puis tu peux voir comme tous les Tintins qui sont dessus, parce qu'en arrière de chaque BD, tu as comme la liste de toutes les BD. Puis si tu regardes, il y a un anachronisme, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas le même nombre de BD qui est sorti aujourd'hui, tu comprends? C'est une petite erreur comme ça qui s'est glissée, mais à part ça, le côté décor fidèle, c'est vraiment bon. Puis j'ai dit ça ressemblait un peu à Sherlock Holmes, mais c'est pas du Sherlock Holmes, c'est vraiment un enquêteur qui est l'équivalent de Sherlock Holmes, mais français, mais il a son propre style, puis il fonctionne pas avec les déductions. Sherlock Holmes, lui, il va aux déductions, il va faire ça fit avec ça, c'est logique. Mais Maigret, lui, il va observer le comportement des gens. Il va t'observer, puis il va déterminer quitter par ton comportement, puis ta psychologie. Puis c'est comme ça qu'il va cerner c'est qui le coupable. Puis des fois, tu te dis, mais non, il va se tromper, ça n'a pas logique ce qu'il dit, mais finalement, non, ça se tient ce qu'il dit parce que ça se tient là, je veux dire, c'est dur à expliquer, mais il faut écouter au moins un épisode pour comprendre les personnages. Moi, je n'avais jamais entendu parler. Pourtant, il y a un tas de films et de séries sur lui. Il y a 75 romans et plusieurs nouvelles. C'est peut-être très culturel là-bas qu'ici. Ben, en tant que tel, il y a une réputation aussi connue que Sherlock Holmes, mais moins en Amérique. Mais en Europe, il est aussi connu que Sherlock Holmes. La preuve, c'est qu'il y a plein de pays. J'ai regardé, en Allemagne, en Italie, en Russie, Royaume-Uni, France, Espagne. Ils ont fait tous des films et des séries sur ce personnage-là parce qu'il est très réputé là-bas. Puis comme j'ai dit, il y a 75 romans sur lui. Là, quand même, hein? Mais vraiment, c'est une découverte que j'ai faite en regardant la filmographie de cet acteur-là qui m'a surpris parce qu'il est reconnu, comme je dis, pour l'humour, mais c'est un excellent acteur. Qui m'épate vraiment. Je suis content d'avoir découvert ça. Donc, c'est ce que j'ai vu. Donc, on va aller des nouvelles. Ouais. Donc, je te laisse commencer. Ben, tu connais-tu la chanson, man? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do? What they come for you? Ben, gros, Will Smith, live sur son Facebook, est arrivé en direct, a pris son cellulaire, il s'est filmé en compagnie de Martin Lawrence. Oh! Monsieur Martin Lawrence, qu'on n'a pas vu dans aucun film, je pense, depuis quelque chose comme 4-5 ans. Il fait absolument plus rien. Probablement parce qu'il est tanné ou il est je sais pas trop. Et apparemment que Will Smith aussi, il l'a poussé un peu pour qu'il vienne. Il a annoncé officiellement que Martin Lawrence rejoignait le casting de Bad Boys for Life, parce que c'est ça le titre du 3e film. Ce sera pas Bad Boys 3, mais Bad Boys for Life. Ouais. Écoute, ça fait quasiment 15 ans qu'il n'y a pas eu de Bad Boys. Ça va faire du bien. Moi, j'ai hâte. C'est une des franchises de Michael Bay que j'aime beaucoup. Ce sera pas Michael Bay cette fois-ci qui va réaliser. C'est un duo. Je malheureusement. Tu veux dire la seule franchise de Michael Bay que t'aimes? Non, j'ai beaucoup aimé Pen and Gain. Ah oui? Le film avec The Rock et Mark Wahlberg, là, qui sont comme des gars de gymnase. Mais gros, ce film-là m'a fait tellement rire. Là. En tout cas, je pense que j'étais dans un bon monde aussi. Mais oui, c'est ça. Bad Boys 3, ça s'en vient. C'est prévu pour 2020, si j'ai bien lu. Je peux me tromper, mais il me semble que c'est 2020. Je trouve ça intéressant de voir ça. Moi aussi, c'est une franchise que j'aime beaucoup. Puis ça fait longtemps qu'on l'attend. On en a déjà parlé pas longtemps dans notre podcast. Excuse-moi, t'as-tu déjà eu la chance de jouer au jeu de Bad Boys 2? Non. Oh mon dieu. Ah ouais? Ah ouais, gros, c'était épouvantable. C'est une des pires marques que j'ai joué dans ma vie. Là. Oh okay, boy. Bon, excuse-moi, qu'est-ce que t'allais dire? Ben, j'avais hâte de revoir cette franchise-là parce que ça fait des années, ça fait comme 15 ans genre, qu'on n'a pas eu de film. Fait que, puis les 2 premiers films étaient très bons, là, c'était excellent. Je les ai écoutés plusieurs fois quand ils jouent à la TV, puis c'est des films qui jouent souvent à la TV, ouais. genre les samedis, c'est toujours bon à écouter, on se sent jamais. C'est National Treasure, j'ai écouté hier.
Ah oui, National Treasure Ouais, avec il Nicolas passait- Cage. Ouais, je l'écoutais avec ma mère hier. C'est ça, parce que je mets en contexte. Depuis tantôt, je me disais, ah ouais, j'ai écouté un autre film. C'est quoi, j'ai écouté? Puis il passait hier à la TV, puis je l'écoutais avec ma mère. T'as écouté le premier? Ouais, le premier. C'est- J'aime beaucoup ça pour eux. Moi, j'adore les deux. Ça fait longtemps qu'il parle d'en faire un troisième, mais c'est toujours sur la glace, mais il en parle de plus en plus depuis un certain temps. Puis j'aimerais ça parce que moi, j'adore tout ce qui est histoire. Puis c'est un peu ces films-là qui m'ont fait découvrir un peu Nicolas Cage. Parce qu'à l'époque, il commençait dans son déclin. Ouais. Puis c'est dans ses derniers bons films. Puis j'avais adoré les deux films. C'était un peu un Indiana Jones. Là, genre, il fait des explorations. Puis tout. Puis il y a comme des puzzles. Puis j'aimais bien ça. Puis le casting était très bon. Même si les autres acteurs n'étaient pas vraiment connus dans le casting à l'époque, à part le méchant du premier film qui est. Sean Bean. Sean Bean. Parce qu'il fait toujours les méchants dans Il les. meurt à la fin. C'est typique à cet acteur-là. Ces personnages survivent jamais. Mais reste que j'adore cette franchise-là. Puis toute cette nouvelle, Mathieu, je pense que t'en as une grosse pour nous autres. Oui, c'est annoncé. C'est arrivé de nulle part. Écoute, Je m'y attendais pas, honnêtement. c'était un matin pluvieux. Tout le monde Mais était calme. Mais avant que tu dises, y avait-tu des rumeurs par rapport à ça? Y avait-tu quelque Pas chose? vraiment, non. Mais comme je te dis, c'est arrivé de nulle part. C'était un matin calme d'octobre. semaine, Fin octobre. C'était gris, c'était un peu froid. Les gens se réveillaient, s'étiraient. Puis là, BAM! On annonce Gladiator 2 qui va sortir en 2020. Hein? Mais y a quelqu'un qui le demandait? Ben écoute, le 1 était un classique culte. Oh oui, Russell Crowe était à son meilleur, c'était incroyablement bon. Je l'ai écouté quelques fois et à chaque fois je m'étonne pas. Ah ouais, moi aussi, j'ai vraiment À part les erreurs historiques, mais ça, on le pardonne à ce film-là. Mais reste, j'avais beaucoup aimé. Et dans le fond, il a annoncé un 2 qui va être sur le neveu du méchant du premier qui était Commodore, je pense Ah qu'il ouais, s'appelait. c'est pas son fils, je me demande pourquoi. Ouais, c'est ça. Googlerai. Parce que dans le premier, le méchant, c'était le César Commodore, qui était genre joué par Joaquin Phoenix, je pense. Joaquin Phoenix. Ouais, c'est ça, qui était très bon dans ce rôle-là. Je pense que c'est comme le rôle qu'il a fait connaître. Là. Ah, puis écoute, il est marquant ce rôle-là. Il y a pas beaucoup d'émotions. Baveux, Ah, il est baveux, c'est ça. Et donc, il a annoncé le 2. C'est pas encore dit si Russell Crowe va être dans le film. Oui, ça a été officialisé, ça Ah oui? s'est vu passer. Ok, j'avais pas vu tout ce qui était sorti. Mais je pense qu'il va comme servir de flashback ou c'était pas clair là. Ok. Et comme je dis, ça ressemble. Puis le nouveau personnage, c'est Lucille, je pense. J'ai pas le nom par cœur, excusez-moi. Mais c'est le neveu, dans le fond, de Commodore. Et on va suivre. Ça va être la suite, dans le fond, du premier. En termes de période. On va être toujours dans la même période avec les gladiateurs et tout ça. Je suis vraiment curieux où ils vont aller avec ça. Parce que je veux dire, le premier, il n'y a rien à rajouter vraiment. Donc, je me demande comment ils vont faire pour réussir à faire un film aussi bon sans se péter la gueule. On se disait que c'était impossible de faire une suite à Blade Runner. Effectivement. Puis c'était un autre film de Ridley Scott. Moi, je dis ça de même. Effectivement. Je dis ça de même. On laisse la chance aux coureurs. On va en avoir plus d'informations dans les prochains mois, c'est sûr. J'attends les premières images puis les premières informations sur le film pour vraiment plus juger. Parce que juste dire que le film sort puis ça va être sur tel personnage, ça dit pas grand-chose. Puis voilà. Donc, puis même là, ce film-là, il en parle, mais est-ce qu'il va sortir finalement? On parlait récemment qu'on n'a pas eu de nouvelles du film qui voulait faire un film de style Avenger, mais avec les personnages, les méchants dans des films de slasher. Et la dernière fois qu'on en a parlé, je pense que c'est au début de l'année. Puis depuis ce temps-là, ils n'ont pas sorti d'autres images, ils n'ont pas sorti de bande-annonce. On sait rien. Le projet, il a l'air d'être sur la glace. Tu sais, ça fait combien de temps qu'on attend un Freddy vs Jason ou un Freddy vs Jason versus Michael Myers? Il n'y a rien qui se passe, je sais pas. En tout cas, bref, c'est ma première nouvelle, fait que je te laisse relancer. Je vais aller d'un côté un peu plus coloré. On a un nouveau film d'animation sorti de nulle part. En tout cas, moi, ma connaissance, j'étais pas au courant du film. C'est Spies in Disguise, mettant en vedette Monsieur Will Smith et Tom Holland. C'est un film d'animation de Blue Sky. Dans le fond, le film se résume à un agent secret qui est incarné par Will Smith et que le personnage ressemble fortement à Will Smith, comme dans Shark Tales où que le poisson ressemblait beaucoup à Will Smith. Et dans le fond, c'est un agent secret qui est comme surdoué et qui va se faire transformer en pigeon. L'histoire ne dit pas, mais je pense que ça va se résumer qu'ils vont avoir beaucoup de costumes. Il va pas juste se transformer en pigeon, il va probablement se transformer en plusieurs choses. Et Tom Holland est comme le petit génie en arrière de ça qui va aider le personnage de Will Smith. Ça a l'air vraiment intéressant. Le dessin il est beau. Je pense que ça fait c'est rafraîchissant. C'est sûr que ça surfe un peu sur la vague Incredible 2. Parce que Incredible, autant que c'est un film de super-héros, autant que c'est un film d'espionnage. Je pense que ça peut être vraiment intéressant dans la direction qu'ils vont aller. Visuellement, il n'y a rien d'autre à dire que c'est super beau. Et go for it. J'ai hâte de voir ce que ça ça va m'intrigue donner. beaucoup. J'aime le dessin. Ça ressemble à des dessins de Pixar. Ouais. Donc, j'aime bien le style. Ça, j'aime beaucoup. Puis, ça a l'air bon. Par contre, j'ai écouté une critique récemment sur des films d'animation par
Lui qui fait l'émission Fermez-la, Ouais. le YouTuber, et il a fait un épisode à un moment donné sur les films d'animation. Puis il expliquait qu'un des problèmes des films d'animation qui fait que souvent, quand ils sont pas bons, c'est parce qu'ils prennent des acteurs connus pour faire les voix. Puis souvent, les acteurs, oui, sont bons, mais Will Smith, c'est un bon acteur, mais quand c'est rendu qu'il faut que tu fasses des voix d'animation, c'est un autre challenge, c'est comme du doublage. Puis il y a beaucoup de films qui sont pétés à la gueule avec ça, entre autres DreamWorks, qui est un grand studio de film d'animation. Ça a pris beaucoup de temps avant qu'ils commencent à se calmer là-dessus, mais il y avait tendance dans leur premier film de prendre juste des gros acteurs, puis ça aidait pas au film parce que surtout en version originale, en français c'est moins pire, mais ça aidait pas la qualité du film parce qu'on sentait moins le personnage, plus l'acteur en arrière. Mais c'est ça qui est arrivé avec Shark Tale, Ouais, c'est genre Shark le Tale, meilleur exemple. Tous les acteurs dans le film étaient connus. Là. J'étais Will Smith, je sais que l'actrice principale était connue aussi, j'ai un blanc, mais je sais qu'il était connu. Oui, c'est Angela Jolie. Ouais, Angela Jolie, c'est ça. Puis Robert De Niro faisait le parrain requin, Ouais. puis le fils c'était Jack Black. Ouais, c'est ça. Tu voir le film pour voir les acteurs, pas pour voir le film en tant que tel. Tu reconnaissais les voix, tu t'imprégnais pas vraiment des personnages. En tout cas, J'ai vu ce film-là, là, minimum 400 fois. Parce que ma plus jeune sœur, tu sais, je pense que tous ceux qui ont des enfants savent c'est quoi. Il y a un film à un moment donné que l'enfant trippe, puis il peut l'écouter sans arrêt, tous les jours, Ouais. 3 fois par jour. J'ai vu ce film-là pendant 3 ans. Je connais par cœur pour eux. J'ai vu une couple de fois parce qu'il a joué une couple de fois à la TV, puis j'aime bien l'ambiance, même si on voit clairement que c'est une copie de Nemo, là, mais. Ouais, c'était un peu pareil. Parce Là. qu'au début de DreamWorks, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient des copies. Là. Ouais. Tu regardes tous leurs premiers films, puis c'est un paquet de copies. Là. Il y en a qui sont bons, mais je veux dire. Puis j'aimais bien celui-là, Shark Tale, qui est Bande de requins, je pense en français. Gang de requins. Gang de requins, Ouais, pas ouais. Bang de requins, ça sonne bizarre. Là. Ouais. Mais bref. Parlant de films d'animation, si tu me permets de me faire un petit à côté, Tom Hanks a passé en entrevue et a mentionné que la fin de Toy Story 4 allait nous faire broyer comme des bébés. Je sais pas si tu sais, mais je me suis jamais remis de Toy Story 3. Ah ouais. La fin m'avait déchiré en deux. Quand il donne les jouets à la petite fille. Puis là, ils vont me faire broyer une autre fois. Je suis pas prêt. La pauvre toi. Ouais, moi aussi ça m'a fait chier. Ça m'a Fuck off, t'as broyé toi aussi au cinéma pour Toy Story 3. Je l'ai pas vu au cinéma le 3. Moi, j'étais allé le voir 2 fois. Tabarnak. Ah, j'ai aimé ça. Moi, j'ai écouté à la TV, puis le pire, là, tu vas trouver ça. Tu vas mal réagir, mais j'ai jamais vu le début. Regarde, tabarnak, t'étais où aussi quand Je c'est. l'ai vu 2 fois, puis les 2 fois j'ai manqué le début, parce que c'est les 2 fois à TV, puis les 2 fois j'ai manqué genre les 20 ou 30 premières minutes, genre à chaque fois, puis ça me frustre parce que j'ai jamais vu le début. Mais c'est le moins drôle des 3, par exemple. Ouais, ben je l'ai remarqué, puis c'est ce que tout le monde dit, là. Même s'il est toujours aussi touchant le film, puis c'est toujours dans la même lignée des histoires de jouets, puis c'est très bon, là. Bref, on va continuer les nouvelles. Ouais. Ma deuxième nouvelle, c'est une nouvelle qu'on avait déjà parlé en rumeur il n'y a pas très longtemps. Et c'est confirmé. Et c'est confirmé, je suis très content. Ça va avoir du fort potentiel pour ce film-là. Beaucoup de gens ont décidé qu'ils veulent voir le film maintenant juste parce qu'il y a cet acteur-là dedans. Dans moi. Oui, exactement. C'est au sujet du film Bird of Prey, que Max est très excité de voir maintenant. Oui. Outre le fait que c'est un casting quasiment juste féminin. Ça me dérange pas, là. Mais justement, je pensais que ça allait plus t'exciter, mais bon, c'est pas grave. C'est sûr que reste que voir Margot Robbie en petite short, ça reste un point de banque. Bref, c'est un film de DC qui s'en vient pour 2020, si je me trompe pas. Et dans le fond, c'est un des prochains films de DC qui est attendu et qui se veut un casting plus féminin dans la lignée des films actuellement, qu'on veut mettre plus de femmes à l'avant dans les films de super-héros. Et donc, on attendait à savoir qui allait être choisi pour faire le méchant, parce qu'il disait déjà que le méchant est Black Mask, qui est un grand méchant de l'univers. Ouais, ça risque d'être cool, ça. C'est un grand méchant de l'univers de Batman et qui est dans le fond, un chef de la pègre de Gotham et qui est dans le fond, un mafieux avec un masque noir donc, qui s'appelle Black Mask. Et il va être joué par Evan McGregor, celui qui faisait Obi-Wan Kenobi dans la prélogie, qui était le seul bon acteur de la prélogie. Ouais. À part Samuel Jackson. Il compte pas. Mais même Samuel Jackson là-dedans, il surjoue un peu, là. On va se le dire, là. Ouais. Ah, puis t'as Christopher Lee aussi, faut pas oublier. Lui, c'est un hors catégorie. Il est intouchable. Ah, il était touchable, lui. C'est Christopher Lee. Bref, ça pour dire que je suis très excité, toi aussi. Je sens qu'il va faire. Il peut faire un bon Black Mask. Ouais, je le vois tout de suite pour vrai. La seule chose, c'est j'espère que je suis sûr qu'il va faire un bon, mais ça va être surprenant parce que il fait pas de rôle de méchant d'habitude, cet acteur-là. Ouais, mais sans. Mais je sais qu'il a le potentiel pour. Là, Je suis sûr qu'il va être crédible. Là. Je doute même pas d'une seule seconde. Puis pour vrai, quand il y a eu des rumeurs, je fais ah, qu'est-ce que je le vois là-dedans. Tu sais, genre casting bien choisi. Ouais. Là. C'est ça, là. Impeccable. Ça arrive pas tout le temps qu'il choisit les bons acteurs pour faire les bons personnages de super-héros ou de méchants dans les films de super-héros, mais des fois ça tombe pile poil, comme entre autres, qu'on vient de dire, Ewan McGregor pour Black Mask, mais je suis
sûr que ça va bien fitter. J'ai hâte de voir les premières images. Ouais. J'ai hâte de voir son look de Black Mask parce qu'il y a un look qui est vraiment intéressant. Puis il y a une personnalité. Pour ceux qui. Il n'est jamais apparu dans les films ni dans les séries de Batman. Mais il est apparu dans les jeux, entre autres, mais très secondaire. Mais c'est un méchant qui a tellement un potentiel intéressant. Mais généralement, il est plus associé à des personnages de Batman qui sont plus violents, genre Red Hood, Batwoman. Ça, c'est le genre de méchant que j'aurais vu facilement dans Nolan. Ouais, il aurait pu fitter l'univers des Batman de Nolan. Parce qu'il est plus terre à terre. Il est plus terre à terre, il est plus humain. Il n'y a pas de super pouvoir. Non, il n'y a pas de super. Ben, dans la nouvelle version, ils ont mis des pseudo-pouvoirs, là, mais. Ah oui, ouais. Ouais, disons que c'est plus ou moins legit, là. Ok. Mais... T'as l'air choqué. Ouais, je suis un peu choqué. Je t'en parlerai en zone parce que j'en ai beaucoup à dire. Mais c'est un méchant qui est vraiment intéressant. Puis j'aimerais ça le voir au grand écran. J'ai hâte de voir son look. Donc voilà, je te laisse avec ta prochaine nouvelle. Oui, un film qu'on a. Je pense qu'on. Je sais pas si tu allé le voir au cinéma, mais moi, oui, je suis allé le voir au cinéma. C'est Hitman Bodyguard, avec mettant en vedette Ryan Reynolds et Monsieur Samuel L. Jackson. On savait qu'il y avait des balbutiements pour avoir une suite, et c'est officiel, il va y avoir un deuxième Hitman Bodyguard. Selma, Samuel Jackson et Ryan Reynolds ont confirmé leur retour. Je trouve ça intéressant parce que le premier était quand même très divertissant. C'était un film qui était sorti un peu dans un temps où il n'y avait pas grand chose qui sortait. Fait que ça lui a permis de vraiment monter vite. Je pense que le film, le premier, il avait quand même relativement des défauts, mais je crois qu'il y a clairement à faire dessus. Je trouve ça intéressant les projets que Ryan Reynolds embarque. Là, on sait qu'il y a probablement Deadpool 3 qui va s'en venir, dont des. On reviendra tantôt. Il y a son film, son remake de Home Alone que j'ai hâte de voir à Ryan Reynolds. Aussi, puis Pokémon Détective aussi. Ah oui, c'est vrai. T'avais oublié? Je l'oublie, celle-là, Pikachu Détective. Là. Pikachu Détective. Ouais, mais c'est ça. C'est pour ceux qui ne savent pas, le remake de Home Alone qu'il fait, c'est un Home Alone sur 2 jeunes ou 3 jeunes, c'est pas encore confirmé, qui sont complètement gelés sur du pot, puis qu'il y a des gars qui vont essayer de rentrer dans la maison. Je vous dis ça de même, mais je trouve ça écœurant, moi. J'ai vraiment hâte de Écoute, je voir suis très content qu'il annonce un 2. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, mais avec ce duo-là qui était vraiment bon dans le premier film, moi j'ai adoré leur dynamique. C'est sûr qu'ils peuvent faire un autre film avec ça. Il y a clairement de quoi à faire. Il faudrait qu'ils poussent le bouchon un peu plus loin encore. Là. Tu sais que c'est ça. Je pense que le film aurait mérité d'être un peu plus trash. Parce que je trouve qu'il se réservait un peu dans son humour. En tout cas, on va voir, là. Ben oui. Mais il y a de quoi à faire définitivement avec ça. Alors, ta prochaine nouvelle, Mathieu? C'est une nouvelle que je pense que c'est celle qui t'a le plus excité cette semaine, Max. Oui, quand même. Pas toi? Ben écoute, je suis vraiment content parce que c'est un de mes 2 personnages préférés de Marvel. Va avoir droit à sa propre série. Disney a annoncé une autre série parce que là, ils font beaucoup d'annonces récemment, Disney, sur leur plateforme qui n'a pas encore de nom, qui va être accueillir tout leur contenu Marvel. Mais ça, c'est officiel ou. Oui, c'est officiel. Contrairement à la série sur Nick Fury qui n'est pas officialisée encore en tant que telle, et ça a fuité, mais Disney n'a pas encore confirmé à 100% que ça va être fait. Mais pour Falcon, c'est une série sur le Faucon et le Soldat d'hiver, comme tu aimes le dire en français. Il y a juste toi qui dis ça. C'est les noms, ok? C'est les noms! Oui, mais pas original. Oui, mais ça reste des super-héros, ok? Bref. Le Faucon, ça me dérange moins. C'est pas un personnage que j'aime beaucoup. Il est pas très marquant en soi, mais j'aime l'acteur quand même. Il est bon, l'acteur qui fait le Faucon. Mais c'est plus le Soldat d'hiver. C'est un personnage que j'aime beaucoup, qui a une belle histoire d'un comique, que je pense pas qu'ils vont être capables de faire en série. Mais il reste que les mêler les deux dans une série ensemble, ça peut être intéressant dans une série de genre d'enquête, d'espionnage. Ouais, puis j'ai vu que ça serait pas comme 16 épisodes. Je pense que ça serait une saison, probablement un one-shot deal de 8 épisodes, puis ça arrêterait là. C'est un peu le concept qu'ils veulent faire pour chaque personnage qui veulent travailler dessus. Entre autres, la Sorcière Rouge, Loki, Nick Fury, tout ça. Ils veulent faire des courtes saisons, une saison, avec un gros budget de genre 7, 8 ou même 6 épisodes selon. Ouais, j'avais même lu que ce serait une des plus chères là, à faire. Ben, étant donné qu'ils mettent 2 super-héros ensemble dans le même film, c'est sûr que ça demande beaucoup plus de budget que juste mettre un personnage tout seul. Mais là, ça veut dire que si t'écoutes pas en plus les séries, ça se tiendra plus? Mais j'ai l'impression que les séries se prennent à part. Ça va être des histoires à part qui se passent dans l'univers de Marvel. Parce qu'ils ne pourront pas se permettre de trop. Ils ont déjà assez éparpillé leur univers. Je vois mal le fait de faire ok, mais on a l'univers des films. Puis si vous voulez vraiment connaître l'histoire complète de ce personnage-là, ben, vous allez voir ces séries-là. Ce sera pas genre vous n'allez pas comprendre les personnages si vous voyez pas les séries. Ça va être des histoires pour les gens vraiment qui veulent connaître un peu plus les personnages. Parce que déjà, tu as Agent of S.H.I.E.L.D. qui couvre l'univers de Marvel à travers les Agents of S.H.I.E.L.D. avec Phil Coulson. T'as les séries de Marvel de Netflix, qui en a déjà 2 d'annulées, qui se passaient dans le même univers, mais dans des quartiers de New York. T'as d'autres séries de Marvel qui sont plus ou moins officielles dans l'univers de Marvel, entre autres Cloak Dagger, t'as Runaway, puis t'as les séries des X-Men, qui t'as des Gifted, Légion. Il y a beaucoup de séries de Marvel maintenant. Je les ai pas tous écoutés encore, j'ai pas eu la chance parce qu'il y en a tellement, mais ils sont pas tous officiels dans l'univers de Marvel, mais en même temps,
divise les possibilités, mais reste que je pense que c'est juste complémentaire. Et je suis content parce que j'aime ça voir ça divers, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Il avait déjà dit que l'acteur avait signé pour un paquet de films, mais je pense qu'il avait signé pour genre 10 films, un truc comme ça. Ouais, il en reste encore plein à faire. Ouais, puis il y en a qui disaient que c'est lui qui allait reprendre la relève de Captain America, parce que dans les comics, il devient Captain America pendant Mais le un certain Falcon temps. aussi, il vient de. Ouais, mais dans la version récente, c'est le Faucon qui devient Captain America. Mais les deux l'ont été, bref. Mais les deux ont du potentiel, et surtout le Faucon qui a été, je pense, le moins exploité des deux. Il pourrait avoir un peu plus d'espace dans cette série-là, puis maintenant de le développer un peu plus. Surtout son passé, j'imagine, parce qu'il n'y a pas vraiment d'explications sur son passé. C'est un ancien militaire qui était dans un groupe spécial qui servait d'ailes militaires pour faire une escouade volante. C'est survolé, mais il y a du stock à faire comme série. Donc, je suis content de ce projet-là. J'ai hâte de savoir quand ça va être sorti, parce qu'il y en a annoncé plein. Il n'y a pas encore de date de sortie. Puis aussi la plateforme Disney qui n'a pas encore de nom, puis qui est censée sortir au début de l'année prochaine. Donc, avec plein de contenu. Donc, j'ai hâte de voir. Là. Moi, d'après moi, Disney là, sont en train de monter leur château de cartes. Là. Puis dès qu'ils vont être prêts, ils vont souffler sur le château. Puis ils vont nous montrer tout ce qu'il y a là-dedans. Là, la nouvelle série de Star Wars, je pense qu'elle est exclusive Ouais. à la plateforme, sans compter tous les films de Marvel, tous les films de Star Wars. Star Wars aussi. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai hâte que Disney. Puis ça, je vais être honnête, c'est ça que je m'abonne. C'est ça. Ça t'abonnes pas à DC, mais tu t'abonnes à Disney. Ben, DC, on l'a pas au Canada encore. Ah, c'est vrai. Mais DC, il manque quelque chose pour m'accrocher. Là. Titan, là, ça vaut le détour. Puis il y aura Swamp Thing qui s'en vient, puis Young Justice aussi. Ouais, Young Justice, ça va être malade. Là. Ouais, c'est ça. Ben, je suis plus Marvel que DC malgré tout, là, même si Batman reste mon super-héros préféré. T'as du Batman partout dans ton... Oh, ouais, mais Batman, c'est Batman. Là. Il est hors catégorie. Là. Mais ouais, ok, on va voir. Ok, c'est good. Ben écoute, je te laisse continuer. Oui, dans le fond, on a su que Henry Cavill serait Mr. Gérald, je vais le dire en français, Gérald de Rive. Ou en anglais, c'est Gerald of the Rivia, je le trompe pas. Tout le monde avait été surpris quand même que ce soit Henry Cavill qui allait incarner Gérald. J'étais pas contre l'idée, je veux dire, c'est bien amené. Je pense que Netflix, c'est pas des deux de pique, là. Ils ont comme, il y a beaucoup de qualité que série. Mais on a eu un premier court teaser où on voit justement Henry Cavill avec sa chevelure clairement une sort de l'ombre qui vient vers nous. Là. Ouais, qui sort de l'ombre. Je pense qu'il boit une petite potion au début, puis si je me trompe ouais, pas. il prend une gorgée. Ouais, puis là, après ça, on le voit. Il n'y a pas de barbe encore, mais il faut dire que dans le jeu, ta barbe elle arrive de façon procédurale. Dans le fond, elle va pousser, ou si ça rase pas, tout ça. Et ça détonne un peu parce qu'on a l'impression que ses cheveux ne fêtent pas sur sa tête. Ouais, mais on a l'impression qu'ils n'ont pas fini de le transformer. Là. Ouais, moi je pense que Netflix ont peut-être été un peu trop vite là-dessus. Il aurait peut-être fallu un peu attendre avant de le monter. Il me semble que le personnage a une coupe de cicatrices aussi. Là. Ouais, mais c'est ça, mais lui, la série n'est pas basée sur les jeux, mais elle est basée sur les livres. Ah, les livres, ok, ouais. Ouais, parce qu'ils ont acheté les droits à Mr. C'est un gars européen, là, je peux pas ouais, dire. Ouais, je connais pas son nom. Fait que, ouais, c'est ça. Ouais, on a eu. Je sais pas. Mais c'est ça, cette série-là m'intrigue. Je suis vraiment intéressé. Pratiquement ça, je vais l'écouter. Ben, Netflix voit cette série-là un peu comme la compétition de Game of Thrones et de C'est la série pour contrer Game of Thrones. C'est cette série-là. Puis il y a beaucoup d'attentes pour cette série-là parce que je veux dire, ils mettent le paquet en ce moment dessus. Puis la franchise est comme super populaire en ce moment. Là. Je pense que c'est la dernière fois qu'ils ont mis autant d'énergie et d'argent sur une série, c'était sur Marco Polo. Puis finalement, ils sont cassés la gueule. J'espère pas que ça va arriver pour. Ouais, mais là, ils ont une franchise connue. Ça aide. Ouais. Ça aide. C'est sûr. Fait que, Matt, c'est là que t'as dans la nouvelle? Mais c'est une nouvelle assez loufoque qui me posait plusieurs questions. Je sais pas comment réagir encore à cette nouvelle-là. Deadpool 2, Ryan Reynolds est retourné tourner des scènes pour la sortie de la version de Deadpool 2 grand public qui va sortir en décembre par les studios Disney. Je me demande si ça va augmenter son box-office. C'est fort probablement, parce que ça reste Deadpool, fait que... Mais il reste qu'ils veulent sortir une version grand public, ce qui est, à mon sens, un peu absurde. Parce que Disney, c'est Disney, eux, ils aiment ça toucher le grand public. Et c'est pas toujours excellent. J'avais peur qu'ils fassent ça, ils le font finalement. Et les gens ont beaucoup chialé à ce sujet-là. Mais c'est pas encore à Disney, là. Ouais, mais c'est Disney ça va être sorti par Disney. Ah oui? Ouais, ça va être sorti par Disney. C'est une sortie, c'est le calendrier de Disney, là. Ah oui? Ok, ouais. je savais pas ce que tu m'as parlé. Ouais, c'est Disney qui a demandé des reshoots pour la sortie de cette version-là. Puis c'est eux qui ont demandé cette version-là. C'est vraiment une commande de Disney. Ah ouais? Ouais. Ah, ça se peut, écoute, j'ai pas... Ouais. Et bref, c'est ça. Ryan Reynolds et quelques autres acteurs du film original sont revenus faire quelques scènes
pour rendre le film plus général, parce qu'il y a un nouveau montage, il y a beaucoup de scènes qui ont été coupées, et des nouvelles qui ont été ajoutées. Entre autres, il y a une nouvelle intro, à ce que j'ai compris, au film, plus générale, parce que l'intro quand même du film est assez intense. Il arrive, puis il tue plein de monde, puis après il s'est explosé, puis... Ah, ouais. tu comprends? Ouais. Et c'est pareil, il y a une nouvelle intro, entre autres, qui fait comme un narrateur, parce qu'il dit que c'est comme un conte de Noël. Parce qu'il disait que le premier, c'est une histoire d'amour, puis le deuxième, la version qui va sortir en décembre, évidemment, va être vue comme un conte de Noël. C'est le concept qu'ils veulent faire avec la nouvelle version générale. Et écoute, je suis sceptique de voir. Je veux l'écouter, cette version-là, pour vous comparer, mais j'ai de la misère à comprendre pourquoi ils veulent faire ça. C'est sûr qu'ils vont ramasser de l'argent avec ça, c'est certain. Mais je trouve ça décevant un peu qu'ils aient pensé faire ça, parce que Deadpool n'est pas fait pour le public général. C'est un personnage De prime abord, là, tu qui est sais. vulgaire, qui est violent. Et sa beauté se fait dans le fait qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Donc de le mettre en général, j'ai vraiment de la misère. Je suis curieux de voir le résultat, sérieux. J'irai pas le voir au cinéma, ça c'est sûr. Mais je pense, il sort pas au Canada au cinéma, il va sortir qu'aux États-Unis. Bon, mais dans ce cas-ci, je vais l'écouter quand il va sortir au club vidéo. Mais je suis sceptique du résultat, mais on va lui laisser une chance. Écoute, c'est quand même du Deadpool. Mais je vais en parler parce que c'est une nouvelle assez loufoque. Surtout on voit pas ça tous les jours. Un film qui est déjà sorti, que les acteurs retournent tourner des scènes. C'est assez particulier. Donc voilà, puis tu as une dernière nouvelle de dernière minute que tu veux ajouter? C'est ça. Ça me faisait penser, vu que tu as parlé de Meg. C'est officiel depuis hier, il y a une suite qui est en préparation. Le film a rapporté quand même un bon montant, je pense pas loin de 500 millions pour un budget de 150. C'est énorme, hein, 150, là, sur 100%. Probablement que le prochain va être moins cher que ça, je peux pas croire. Là. Mais ouais, c'est ça, il a annoncé une suite, c'est officiel. On sait que Jason Statham revient, c'est juste ça qu'on sait, mais c'est officiel depuis hier. Ben écoute, même pour 150 millions, les gens ont chialé beaucoup sur les effets spéciaux du film. Là. Je vous trouvais pas super. Moi, c'était correct, mais je peux comprendre que le requin... Moi, je trouve que Slenderman a des pires effets spéciaux. on reviendra. On en parle 15 instants, mais bref, on ne partira pas sur un autre débat de Meg. On a déjà jasé de ce film-là. Mais bon, on est rendu au moment d'aller du côté de la section box-office. Eh oui. Allons-y. Ah yeah. Bienvenue dans les chroniques box-office de Max. Alors, on est du côté box-office, et là, c'est ta partie, Max, c'est ton monde, ton univers. J'ai hâte de t'entendre, surtout que moi et Hugo, la semaine passée, on a fait une prédiction avec toi. Ouais. J'ai hâte de savoir les résultats. Ben, moi, j'avais prédit un gros 55 millions à Bohemian Rhapsody. Ouais. Toi, Mathieu, tu avais prédit 37,5 millions. Moi, c'est 45, moi. Ah, c'est Hugo qui est là? Ouais, c'est Hugo 37. Excuse-moi. T'as raison. Ok, je recommence. Ok, 55 millions moi, 45 toi et Hugo, il avait dit 37,5. Et le film a rapporté 50 millions son premier week-end. Fait que toi pis moi, on a gagné, le gros. On a gagné. On est les deux humbles. Je pensais qu'il aurait fait plus, par exemple. Ouais, moi aussi, mais en même temps, je me suis dit, la critique l'a quand même un peu ramassé. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça qui l'a nuit un peu. Là. Ouais, ben c'est ça, ça paraissait parce que dès que les premières critiques sont sorties, j'ai vu plein de commentaires sur le film. Il y en a qui disaient qu'ils allaient pas le voir finalement, ou qui étaient déçus, puis que. Ouais. Mais j'ai vu plus de positifs que de négatifs. Ouais. Excusez. Fait que c'est ça. Ça a été pas. Je pensais que le film aurait roulé plus que ça, mais écoute, Mathieu, on est quand même pas pire. Là. On est très dessus. Pour ce qui est de Nutcracker in the Four Rims. Casse-noisette. Ouais, Casse-noisette, c'était mieux. Moi, j'avais prédit 35 millions et toi, 30 millions pour son premier week-end. Ben, le film a fait 20 millions pour son premier week-end. Fait que, je sais qui a gagné, une minute. Ben, c'est toi, Matt. Ouais, mais écoute, je suis surpris. Je m'attendais à ce qu'il fasse quand même plus que ça. C'est quand même une des grosses productions de Disney. Là. C'est rare que Disney se pète la gueule. Là. Ouais, mais les critiques sont vraiment mauvaises. Là. Ah, j'avais pas regardé les critiques. Ouais, c'est quand même un conte classique. C'est casse-gueule. Là. Je veux dire, ça tu l'as pas. Là. Ouais, définitivement. Mais regarde, je vais aller voir pour te donner exactement la note. Mais je suis surpris que ça avait pété la gueule. 34 sur 100. C'est épouvantable. C'est vraiment pas bon. Moi, j'avais adoré le film d'animation qu'il avait fait, qui était super bon. Mais le film qui revient le plus souvent, le film qui est plus souvent comparé à celui-là, c'est le deuxième Alice au Pays des Merveilles. Ah ouais? Fait que je sais pas, apparemment que c'était pas bon, là. C'est dit qu'ils ont voulu réinventer l'histoire, puis ça a pas marché, là. Ouais, parce que le but était de faire une franchise avec ça, hein. Fait que. Ouais. Sinon, on va aller avec les prédictions de la semaine prochaine. Oui. Dans le fond, on a 3 films qui sortent. On va commencer par le moins pertinent, je trouve. Millennium, qui est la version américaine, qui est la suite du premier avec Daniel Craig, réalisé par David Fincher, sans Daniel Craig puis David Fincher. C'est le film qui a déjà eu sa propre trilogie à l'époque. C'était The Girl with the Dragon Tattoo. Bref, je sens pas de buzz, je sens pas qu'il y a personne qui est excité, il y a personne qui en parle. La balance a passé sous le radar.
Mais je crois que les fans du livre puis de la... C'est une grosse franchise, à ce que je sache. Ouais, c'est ça. Je sais qu'au niveau littéraire, c'est une franchise très populaire. Je sais pas à quel point que ça marche au cinéma, mais moi, je dirais pas plus loin qu'un 17 millions. Est-ce que toi, Mathieu, tu veux gager ou tu Pour ce t'abstiens? film-là, je vais m'abstenir. Je ne connais pas assez dans cet univers-là pour réussir à faire une bonne prédiction. Sinon, le prochain film, Overlord, qui est produit par M. J.J. Abrams, avec sa compagnie de production Bat Robot, arrive avec Overlord, un genre de zombie nazi qui se passe, qui était censé être à un certain moment être un film de la franchise Cloverfield. Oui. Finalement, c'est pas le cas. Puis il y a du casting qu'on avait dit qu'il serait dedans, puis finalement, c'est pas le cas non plus. C'est un film qui a l'air très intriguant. Visuellement, c'est super beau. C'est un film que j'ai le goût de voir, qui semble qu'il va jouer entre l'action puis l'horreur. Ah oui. Ça a l'air intéressant, mais je sais pas à quel point que le monde va se ruer en salle pour aller voir le film. Fait que c'est pour ça que je vais prédire quand même un maigre 35 millions de dollars pour son premier week-end, mais ce qui ferait quand même un bon succès pour en Nord-Amérique. Toi, Mathieu, est-ce que tu bêtes pour cela? Ouais, je peux bêter celui-là, c'est un film que j'attends aussi, puis qu'il y a un potentiel intéressant. Le concept de l'histoire, moi, je la trouve prenante. Je vais être un peu plus généreux que toi sur ce sujet-là. Je vais lui donner 45 millions, parce que c'est quand même J.J. Abrams, puis c'est quand même un gros film qui est attendu, qui a un concept intéressant. Puis souvent, quand ça parle de la Deuxième Guerre mondiale, ça accroche beaucoup le public. Parce que peu importe le film que tu fais, c'est la Deuxième Guerre mondiale, tout le temps un public, parce que c'est un sujet clé, un sujet qui est une valeur sûre au Qui est cinéma. intemporel, ouais. Ouais, voilà. Donc, c'est pour ça que je suis un peu plus généreux là-dessus que toi. Je vais probablement me péter la gueule, mais je m'essaie. Ok. Sinon, le dernier film mettant en vedette Mr. Benedict Cumberbatch nous arrive avec le nouveau film de Grinch basé sur une nouvelle de Dr. Seuss. On avait déjà eu un film original avec Jim Carrey en live action qui avait eu un succès d'estime, mais pas un succès critique, mais qui avait été, je pense, si je ne me trompe pas, le plus gros hit au box-office de Jim Carrey dans l'histoire de sa carrière. Ça donne une idée. Moi, je pense que le film va s'en sortir relativement bien. Je pense pas que ça va être un méga hit, mais je pense que visuellement, le film semble être attirant. Il n'y a pas grand film pour jeunes en ce moment au cinéma. Je pense que c'est ce qui va ramener les salles. Puis, c'est le genre de film que ton père t'amène au cinéma quand il vient de divorcer avec maman pour que les enfants soient tranquilles au cinéma. Moi, je prédis quand même à 55 millions de dollars, mais je serais pas surpris qu'il fasse plus que ça même. Mais je bête pour le 55 millions de dollars. Toi, Mathieu, est-ce que tu t'essayes? Moi, je suis sûr qu'il va faire plus. Les films d'animation, surtout pendant le temps des fêtes, c'est très rentable. Et on sait que les enfants aiment ça voir des films d'animation, même des fois plus qu'une fois. Et ce genre de film-là, c'est un classique de Noël. Les parents cherchent toujours de quoi faire dans ce sens de l'année. Ils vont les emmener voir ce film-là. Ils vont y aller plusieurs fois. Il va y avoir beaucoup de monde. Donc, moi, je suis tenté à dire qu'au moins 70 millions, ça serait plus raisonnable comme. Pas 710 millions, mais Arrête de 70 millions, ça me semble plus raisonnable. Ok, fait qu'on y va avec ça, fait qu'on se dit à la semaine prochaine pour voir. Voilà, donc sans plus attendre, on va du côté non-spoiler. Ouais. Et je rappelle, cette semaine, on critique le film Slenderman. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, cette semaine, on parle du film Slenderman, et pour cette fois-ci, il n'y a pas de traduction en français pour le titre du film. Yes! Max est content. Yes! Je suis curieux de voir s'il existe une traduction en tant que telle pour le personnage, mais si le film porte le nom du personnage, on reviendra un petit peu plus loin là-dessus. C'est réalisé par Sylvain White, qui est plus ou moins un yes man dans le cas présent. Oh ouais, puis c'est un français! C'est un français! C'est notre petit cousin français. Qui avait fait le film The Loser et Storm the Yard, qui est principalement ses deux plus grandes œuvres avant ce film-là. The Loser, qui était un film qui était ramassé par la critique, mais que j'aime! C'est rare! T'avais-tu aimé ça, The Loser? C'est quoi déjà The Loser? C'est le film avec Chris Evans, là, puis genre, c'est comme tous des losers. T'as Zoé Saldana aussi là-dedans. T'as le gars qui joue... qui joue Negan dans Walking Dead, là. Ok, non, ça me dit rien. T'as jamais vu The Loser? Non. Ah, gros, t'aimerais ça. Je suis sûr que toi, tu vas aimer ça. Ok. Avec la tonne I'm on the smoke time, girl! Ok. Non, gros, moi, j'ai adoré. Bref, c'est un yes man, puis ça a un impact quand même sur le film. On va en parler un peu plus loin. Ouais. Dans le casting, on va nommer juste 3 actrices. Parce que le casting n'est pas très marquant pour les acteurs dans le film. C'est plus autour du personnage de Slenderman qu'on reviendra. Mais on a quand même 3 actrices principales, dont Joey King. King. Ouais, moi j'ai dit Knight. King. Je sais pas, c'est King. J'ai bugué, excusez-moi. Qui est connu, je sais pas si tu le sais, a joué dans le 3e Batman de Nolan. Celle qui fait la jeune Talia.
qui fait la jeune, c'est elle qui fait la jeune Marion Cotillard. Tu sais, Marion Cotillard, l'actrice. Ah, ouais. Quelqu'un dans le tunnel, là. Ouais. C'est elle qui fait la jeune. Parce que si t'as remarqué, elle a le même regard, là. Sûrement qu'elle a le même regard que l'actrice. Je m'excuse, j'ai pas porté attention. C'est correct. On voyait quasiment rien dans ce film. C'est comme ça que je l'ai reconnue. Je disais, hey, elle me dit de quoi? Puis là, je suis allé voir. Puis je suis là, oui, c'est elle. On a Julia Goldani Stills, merci. Qui est l'actrice principale du film. Dans le fond, c'est 4 amies-filles. J'ai pas leur nom, mais c'est pas important à retenir pour le cas présent. C'est juste 4 amies de filles qui vont faire une connerie. On va revenir après. Et on a Jazz Sinclair, qui elle fait la 3e fille de la gang, qui est la noire du groupe. Parce qu'on a, dans le fond, une rousse, une brune, puis 2 filles brunes. Ouais. Voilà. Je reviendrai. C'est con à expliquer, mais quand j'ai parlé du résumé du film, vous allez comprendre. Ouais. Ça fait sens ce qu'ils disent. Ouais, Mac, là, Max, il m'appuie, c'est bon. Là-dessus, oui. C'est produit par Scream James. James. Ouais. J'ai la misère aujourd'hui, je suis désolé. Je fais un peu malade. C'est peut-être que ça paraît dans ma voix, mais je suis un peu malade aujourd'hui. Distribué par Sony. Qui n'a pas voulu distribuer en France. Pourquoi? Ouais, côté critique, c'est intéressant à observer. Très positif, je trouve, Metacritic. Metacritic donne 30% pour le côté professionnel et 26% le public. Ce qui est assez mauvais. Ça, là, c'est mauvais. Rotten Tomato est pire, avec 8% côté critique professionnel et 20% public. Qui est catastrophique. Je trouve ça assez, pour ma part, je trouve ça assez troublant comme note, parce que j'aurais donné un peu plus, peut-être pas la note de passage en soi, mais je voyais plus un 50%, là, 55-50%. Surtout, peut-être parce que c'était dans l'ambiance que j'ai écouté 1h du matin dans le noir, j'étais fatigué, ça a peut-être aidé au fait que j'ai eu peur, mais bref, vas-y avec le budget. On parle ici d'un budget de 10 millions, qui est pas beaucoup, qui est raisonnable pour un film d'horreur, des fois t'as pas besoin de bien plus. Le film a ramené 52 millions, il a rapporté 30 millions en Nord-Amérique, alors le film est rentable, il y a 3 fois son budget, plus les surplus d'ailleurs, ce qui en fait un succès, là, mais modéré. Là. C'est important de savoir que c'est basé sur un meme. Un de mes memes préférés dans le temps. Là. Ouais, c'est un très ancien meme du web qui est le Slenderman, qui est un personnage qui ressemble à un humanoïde très élancé, très grand, et qui porte un veston cravate, et qui n'a pas de visage, et qui les chauffe. Il y a des tentacules. Et il y a des tentacules, voilà. Et qui il se promène dans la forêt. Et ils en ont fait un jeu qui avait marqué aussi le public. Ah ouais, ça avait fait un méga buzz sur Internet. Je me rappelle, c'était très troublant comme jeu. J'ai jamais été capable d'avoir les 8 pages. J'ai jamais fini le jeu non plus. J'ai à peine joué, ça me faisait trop peur. Moi, j'avais fait Slender du Arrival. Il y a eu une suite de Slender. Ouais. Genre, moi, je l'ai acheté sur PlayStation 4. Je l'ai fini. C'était comme 3 heures à faire. C'était vraiment pas long. C'était correct. Là. Dans le fond, c'était 3 zones qu'il fallait te ramasser des feuilles. Puis entre ça, t'avais comme des couloirs. Genre. Ok. C'était très. Mais il était pas beaucoup. Là. C'était un jeu qui coûtait rien. Qui a rien coûté à faire. Qui était pas beaucoup de monde. Ça sortait correct. Ok. Pour revenir au film, comme je disais, c'est basé sur le personnage de Slenderman, qui est connu dans l'univers du web, mais aussi dans la culture générale maintenant, et qui est un personnage qui est associé à l'horreur. Et le film met en avant ce personnage-là. L'histoire, eh bien, elle est très simple. On suit, dans le fond, 4 filles qui sont au collège et qui, un soir comme ça, décident d'invoquer le Slenderman parce que 4 de leurs amis gars ont décidé de faire la même chose le soir même. Ils veulent se prouver qu'ils sont capables de faire la même chose que les gars. Donc, ils décident d'invoquer le Slenderman en faisant ça à la joke. Et dans le film, c'est présenté sous le fait d'une vidéo. Tu écoutes la vidéo et tu suis les instructions et ça permet d'invoquer le Slenderman. Et ils font ça et sur le coup, ils pensent que rien n'arrivera. Et finalement, eh bien, le Slenderman apparaît et le film s'envole, voilà. Donc, je ne veux pas aller plus loin parce que je ne veux pas spoiler les éléments du film, mais c'est le concept de base du film. C'est un film un peu d'adolescent, si je peux dire. Il n'y a pas grand-chose à spoiler, moi, de dire. Mais ça reste c'est un film plus adolescent, si je peux dire, parce que les acteurs et le public est fixé là-dessus. Je veux dire, on suit juste des jeunes. Il y a à peine des adultes dans le film. À part que je sais qu'il y a un acteur qui fait Slenderman parce qu'il n'est pas fait par ordinateur, c'est vraiment un costume. J'avais vu ça sur Wikipédia, mais il reste que dans l'ensemble, il n'y a pas vraiment d'adulte principal dans le film. Pour revenir, on va revenir au casting, mais dans ce cas-ci, je pense qu'on ne peut pas vraiment parler du casting. Peut-être vite Julia, là. Mais... On peut parler brièvement de Julia si tu le souhaites. Non. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, là. Ça arrive souvent pour les cas de même, des films soit indépendants ou les films d'horreur. Les castings sont mis plus de côté. On regarde pas trop le casting, mais plus l'ensemble du film. Dans ce cas-ci, les acteurs sont pas très marquants
en soi, À peine, là. à peine. On se concentre vraiment sur le personnage de Slenderman, qu'on va reparler plus loin. Donc je pense qu'on va être directement à une critique générale du film. Vas-y donc en premier. Tu viens en premier? Ouais, j'aimerais ça tu es en premier. Ok. Mais comme j'ai mentionné, j'ai vu ce film-là à 1h du matin, le soir, dans le noir, et j'étais fatigué. Et je l'ai écouté, je pensais pas l'écouter d'un coup parce que j'étais pas sûr, je savais que le film était considéré mauvais. Je me suis dit, je serais pas capable d'écouter d'un coup, ça va être mauvais. Le pire, c'est ton idée, hein. Ouais, je sais, mais je t'ai proposé 2 films. Hein. Oh, oui, absolument, absolument. Ouais, là. Je te juge pas, là. Non. Et tu l'as le voir à la base aussi. C'est toi Oui, qui oui, m'as- définitivement. Là, je suis pas en train de te blâmer de quoi que ce soit. Bref, je l'ai écouté d'une traite. Et écoute, après le film, j'ai dû écouter d'autres choses plus légères parce que je pensais juste au Slenderman dans ma tête et ça m'empêchait de dormir. Donc j'ai dû écouter d'autres contenus pour me changer d'idée. Parce qu'il reste quand même marquant, c'est Slenderman. Pour ceux qui l'ont jamais vu, je vous invite à voir des images sur Google ou des vidéos sur YouTube. Parce que le personnage est très troublant en soi. Et donc, pour le film en soi, c'est pas le gros film en soi. Il est pas profond. Il est pas révolutionnaire. Il y a quelques petites passes surprenantes. Le casting est assez oubliable parce qu'on suit 4 jeunes filles qui sont assez stupides une que l'autre. Même s'ils essaient de montrer qu'on a une tête sur ses épaules, ils réagissent un peu mal la plupart du temps dans le film. Il y en a même une qui disparaît rapidement au début du film. Je veux rien évoquer de trop, mais reste qu'on suit 4 filles principalement, c'est le concept du film. Le casting est assez bien, moi je mentionnais, à part que le personnage de Slenderman, je l'ai beaucoup apprécié. J'ai aimé l'apparence, même si c'était un peu différente de ce qu'on était habitué dans la mesure qu'ils l'ont mis très sale. D'habitude, il est quand même assez propre dans les images qu'on est habitué de voir. Là, ils l'ont mis sale, avec un côté mystique, dans la mesure qu'il y a certains pouvoirs, même si, oui, il y a des tentacules, ça fait partie de l'image. Ils ont comme mis quelques pouvoirs en soi à ce personnage-là, qui m'ont pas tant dérangé en soi, que je trouve ça intéressant, ça ajoute une tension. Je trouve que le film est assez lent à partir. Il prend quand même beaucoup son temps. Il y a au moins une demi-heure au début du film qui place l'univers, qui introduit les personnages qui, comme je dis, sont pas très importants. Et que là, qu'on arrive vraiment que le Slenderman commence à apparaître, là, c'est là que ça devient intéressant pour ce que c'est. Mais dans l'ensemble, c'est ce que je retiens du film, c'est le Slenderman qui m'a beaucoup troublé. Parce que c'est pas un personnage qui parle, c'est pas un personnage qui bouge vraiment. Il n'y a pas d'expression, il n'y a pas de visage, c'est ça l'affaire. Mais le personnage en soi, il est troublant. Il me rendait inconfortable, il m'a fait peur. La fin m'a laissé mitigé. Je dirais que j'ai pas aimé la fin du film, je m'attendais à mieux que ça. Mais dans l'ensemble, c'est correct. C'est un film divertissant, qui est troublant. Côté horreur, ça fait quand même son effet. J'ai vu beaucoup de films d'horreur récemment qui n'étaient pas aussi efficaces que ça en termes d'effets d'horreur. Celui-là, il m'a beaucoup troublé. Donc, dans l'ensemble, c'est correct. C'est pas aussi pire que ce que je trouve que les critiques disent. Oui, il y a beaucoup de défauts au film. Je suis sûr que tu m'en nommer plein que j'ai pas nommé. Je te connais, Max. Tu as déjà fait une liste alphabétique et chronologique de tous les défauts du film que tu es prêt à me lancer d'en face dans pas long. Mais pour ce que j'ai vu, moi, c'était correct. J'essaie toujours j'essaie de travailler mon opinion en matière de film parce que Max, puis t'es pas le seul, il y en a beaucoup qui trouvent que je reste trop optimiste par rapport à beaucoup de films. J'ai écouté récemment un épisode sur Venom et à un moment donné, tu me demandais de l'aide, parce que tu disais que j'avais apprécié Venom puis que j'avais apprécié un autre film, je sais plus c'est lequel, puis tu disais comment là, à un moment donné, aide-moi là, tu sais. Je trouve ça tellement drôle. T'es comme, tu sais, je veux faire des efforts à un moment donné, mais là, tu sais, t'es comme, j'essaie moi aussi, là. C'est drôle, fait que j'essaie de travailler plus sur l'opinion. Et c'est pour ça aussi que j'aime ça. Après d'avoir vu le film, généralement, pas avant, après le film, je vais lire des critiques, soit de cinéma, je suis allé au ciné, ou des critiques en anglais comme sur Rotten Tomato, pour voir vraiment le pouls des critiques et aussi les commentaires sur nos groupes Facebook de cinéma. Comme ça, je peux voir un peu si je me trouve dans le champ ou si les critiques qu'ils disent sont pas nécessairement logiques. Parce que des fois, des films sont bâchés injustement. Exemple, Black Panther, ça a fait ramasser en partie parce que c'était un noir qui était le personnage principal. On en avait parlé à l'époque. Et c'est une critique stupide, je trouve. Et des fois, ça arrive comme ça. Et des films, c'est justifié. Ici, il y a beaucoup de défauts. Mais dans l'ensemble, l'opinion générale de ce film-là reste mitigée. Il y en a beaucoup qui le trouvent correct. Mais le 8%, je le trouve un peu injustifié en termes de notes pour ce film-là. Je trouve que c'est un peu trop bas. Moi, comme je disais, j'y allais plus vers le 50% pour ce film-là. Là. Bref, je te laisse aller avec ton opinion. Ben, moi, j'avais hâte de voir le film parce que Slenderman, c'était un jeu que j'ai joué et c'était un meme que j'ai suivi à l'époque. Je suivais beaucoup de pages de ça. Je trouvais que Slenderman était un personnage qui était vraiment intriguant, qui était quand même assez peurant malgré tout, malgré sa légende qu'on sait tous qu'il n'existe pas.
Fait que j'avais quand même hâte de voir le film, mais quand le film a reçu des critiques négatives, on a décidé de pas aller le voir au cinéma parce qu'il y a des limites à mener à payer pour de la merde. On est. Fait que j'ai écouté le film parce qu'on s'est dit, ok, on va parler de ça en attendant pour aller voir Bohemian Rhapsody. Puis je fais, ok, go, go, go. Fait que j'ai commencé le film. C'est le pire film que j'ai vu cette année. Ah ouais? Ah ouais. Ça, à chaque fois que tu parles d'un film. Imagine qu'elle a réussi à faire pire. Je trouvais que Venom était le pire que j'avais vu cette année. Ben, ce film-là est encore pire sur plein d'aspects. D'un, c'est la première fois que j'écoute un film que j'ai l'impression qu'il fait tout pour se rallonger. Toutes les scènes sont étirées de façon éternelle. C'est un enchaînement de scènes qui ne font aucun sens. C'est mal structuré. Les effets spéciaux sont d'une banalité. C'est dégueulasse. Ça faisait longtemps que j'ai pas vu ça. C'est digne d'un court-métrage. C'est d'une nullité. Toutes les actrices là-dedans ne jouent pas très bien. Toutes les séquences, c'est du déjà vu. On dirait un hit, mais cheap. Certains exemples, je vais Mais ils vous l'ont donner. comparé à Hit à l'époque. Ouais, c'est ça, mais là, imagine, vous faites ça. Tout ce que Hit fait bien, vous le faites mal. Ce film-là est un enchaînement de scènes inexplicable, c'est d'une stupidité, c'est réalisé à la va-vite, c'est clair, le film ne détient aucun scénario. Si Mathieu l'aurait pas résumé, je pense que j'aurais été incapable de le faire. C'est tellement que c'est mal écrit. J'en reviens pas à quel point qu'on peut faire quelque chose d'aussi mauvais. Il y a des scènes où que le Slenderman apparaît, puis je suis parti à rire tellement que c'était mauvais. Et j'ai eu un défaut qui m'a gossé encore en plus dans le film. J'ai essayé d'écouter la première fois sur mon cell, puis après ça sur mon écran dans le noir. J'ai jamais été capable. Pourquoi? Parce que le film il est trop sombre. À force de tout mettre noir, tu manques toute la fluidité du film. C'est correct. Que le film se passe quasiment toute la nuit. Là. Oui, mais ça, c'est correct. Mais il y a des films qui se passent toute la nuit, puis qu'on voit clairement ce qu'on voit là, c'est noir. On dirait qu'on essaie de cacher les défauts. Ben, c'est ça. C'est probablement ça, parce que les scènes où Slenderman apparaît sont tellement ensemble qu'on a l'impression, y a-t-il des tentacules? Ou non, on voit rien, parce que tout est assombri au maximum. Les personnages ont des décisions qui sont. Je vais spoiler, je vous le dis tout de suite. La fille noire est là pour mourir. Pourquoi? Parce qu'elle est noire. Justement, elle enlève son gant, sa cagoule sur sa face. Elle avait aucune raison de le faire. C'est stupide. C'est un cas d'école. Il faut pas refaire ce film-là. C'est de la merde. C'est prendre son public pour un épais. Siri, ta gueule. Ok, Siri, arrête pas de sourire depuis tantôt. Siri, quel est le pire film de 2018? Slenderman. Bref, un film à éviter. Ne dépensez pas votre temps là-dedans. Pour vrai, là, si vous voulez mettre 10$ sur ce film-là, allez le donner à une bonne cause. Ça le mérite clairement plus. Sony, vous le saviez que vous aviez un film de merde. Vous avez rushé ce film-là. C'est un échec de A à Z. J'ai terminé. Max, avant de switcher de zone, je me demande quand tu vas faire ton classement des 10 meilleurs films de cette année, parce qu'à date... J'ai plus de j'aime que je déteste. Ah ouais? Ah ouais. Mais celui-là, clairement, il va se ramasser dans mes pires films de l'année. Là, on en pointe tant 3 qu'on dit Ouais, c'est 3 à peu près, ouais. Ah oui, lui puis Venom, là, je vous le dis tout de suite. C'est bon. Écoute, on va dans la zone spoiler pour en plus en parler en détail. Ah, ça me tente pas. T'as Maxime mauvais. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors, on est du côté spoiler et on critique cette semaine le film de Slenderman. Et je vais commencer en introduction en disant que c'était un challenge de faire un film sur un meme, il faut le dire. Ah ouais. Et c'était attendu depuis beaucoup d'années. Depuis quasiment la création de ce meme-là, les gens voulaient le voir. On a fait des jeux. Et là, c'est le premier film. D'après moi, ce ne sera pas le dernier film de Slenderman. Il y a beaucoup de potentiel à faire avec ce personnage-là. Mais pour ce film-là, effectivement, il est empli de défauts. Et je dirais qu'un des défauts, c'est le réalisateur. Ils ont pris un Yes Man pour faire un film qui aurait pu créer une sorte de franchise, un peu à la Halloween ou Jason ou un truc comme ça. C'est un réalisateur qui avait plus de potentiel, ça aurait mieux marché d'après moi. Quel réalisateur, j'ai pas de nom en tête en tant que tel, mais un réalisateur qui est spécialisé dans les films d'horreur. Je sais pas moi, le gars qui a créé la saga Décadence puis Insidious. D'après moi, il aurait fait une bonne job meilleure que ça. Avec Il y avait du potentiel, là. Ce personnage-là, il a un fort potentiel. Parce qu'il y a vraiment un backstory, là. Il y a une vraie jeune qui a tué quelqu'un par rapport à ce personnage-là. Écoute, il y a beaucoup d'histoires aussi, il y a beaucoup de mystères. Le film se veut pour. Le film, il faut mettre en contexte que le film nous fait croire que le personnage existe depuis toujours, puis que dans le fond, c'est dans la culture, dans ce film-là, s'il existe depuis toujours, puis qu'il est incompréhensible. Les gens essaient de le comprendre, mais il n'y a aucune logique, parce qu'il en parle tout le long du film, il essaie de comprendre ses motivations, son but d'existence, d'où il vient. Puis c'est comme le mystère autour de ce personnage-là. C'est un peu ce que le film voulait. Il voulait comme déconstruire le mythe et l'expliquer. C'est pas une totale réussite, on s'entend. Bref, c'est le contexte du film. Comme j'ai dit, on suit 4 étudiantes qui, un soir comme ça, vont décider d'invoquer Slenderman parce que leurs amis gars vont le faire.
Finalement, on apprend un peu plus loin qu'ils l'ont pas fait parce qu'ils ont eu trop peur. Puis finalement, c'est juste eux qui l'ont fait. Et rapidement, ça va dégénérer. Mais écoute, je vais te laisser aller parce que ça va aller vite comme critique. Donc, je sais que tu as beaucoup de choses à dire sur le cœur. Fait que... Ben, c'est-tu moi où ils ont une tendance que dans tous les films d'horreur, les hôpitaux, les lumières sont fermées? J'ai jamais vu un hôpital avec les lumières fermées. C'est moi non plus, non. Mais je comprenais que c'était pour l'ambiance du film, là. C'est pas un chauffe, là. Ouais. Mais même cette scène-là, c'est long, genre, c'est vraiment lent. Toutes les scènes qui s'enchaînent, dans le fond, sont d'une lenteur. Quand il vient le temps de montrer, tu sais, je trouvais qu'il était intéressant du personnage de Slenderman, c'était d'amener côté folie. Tu sais, genre de la folie embarque sur le cerveau. Puis là-dedans, ça échoue lamentablement. Même la scène qui est dans la bibliothèque est clairement un rip-off de Hit quand le jeune est dans un archive. Moi, je l'ai vu comme ça. C'est un rip-off, là. C'est gratuit, puis c'est vraiment mal mené. Je trouve que c'est le personnage, il prend pas de sens. Il y a moyen d'être fidèle, puis d'adapter. Je trouve qu'on... Le son de cloche, je sais pas d'où que ça vient. Les bruits de branches, parce que je sais pas qu'il y a des bruits de branches. Ouais, mais ça c'est correct parce que c'est un personnage qui est tout le temps dans le bois. Ouais. Je peux le comprendre à ce moment-là. Mais tu sais, le but c'est que le personnage apparaît tout le temps de façon impromptue. Je trouve que même les personnages, leurs choix sont débiles. Tu sais, la fille, elle hallucine des affaires depuis un bout. Sa meilleure chum, elle dit écoute, faut faire de quoi, ce personnage-là, il a envahi nos têtes. Puis elle préfère aller se fourrer avec un gars dans une maison. T'es comme. Elle essaie d'avoir une vie normale parce qu'elle croit pas que c'est vrai. Mais tu sais, ses chums disparaissent, il y a du monde qui disparaît. Elle l'a vu en plus. Tu sais, il y a plein d'affaires Non, comme mais ça. dans ces films-là, il y a toujours la phase de déni. Là. Dans tous les films d'horreur de ce style-là, il y a toujours une phase de déni qui croit pas que. C'est pas du déni, c'est de la stupidité. Là. On s'entend. Ah, ben, ils sont pas intelligents, les personnages de ce film-là, faut le mentionner. Même si c'est 4 filles adolescentes, en réaction, comme tu disais, l'actrice noire, qui d'ailleurs n'est pas morte, parce qu'elle est juste zombie chez elle. Là. Ouais, ben moi je la voyais comme si elle était morte. Là. Parce qu'ils vont la voir, puis elle travers la fenêtre, elle a genre Ouais, les yeux gris. puis elle a juste. Mais tout ça pour dire que quand elle décide d'enlever son bandeau, puis qu'elle part à crier, puis elle part en courant, je peux comprendre que le stress, la peur embarque. Ça semble une certaine logique, mais en même temps. Tu voyais de loin que ça allait arriver, tu sais. Oh, ouais. C'est sûr qu'une des trois allait le faire. Laquelle, finalement, c'était la noire. Mais il reste que c'est évident que ça allait arriver parce qu'ils apprennent dans le film qu'il y a un moyen d'éloigner le Slenderman, c'est de sacrifier la chose que tu aimes le plus dans la forêt et de t'asseoir d'attendre qu'il vienne recueillir les objets et après il va te laisser en paix. Mais l'affaire, c'est qu'il commence à paniquer, puis une des trois enlève son bandeau, part en courant, avec les autres paniquent, se lèvent aussi pour essayer de la sauver. Et ils finissent par se perdre dans les bois. Et le Slenderman va confronter la fille noire. Mm-hmm. Et c'est une des premières fois qu'on le voit quand même assez bien. Parce que au début du film, ce qui fait que je le trouve long, c'est qu'il n'y a pas d'action de un, mais de deux, c'est qu'on parle du Slenderman, mais on le voit pas. Puis quand on le voit, c'est soit des photos, soit on le voit flou de loin ou de dos, on voit genre une main. Ben, c'est correct parce qu'on veut monter le mystère. Ouais, c'est sûr. Mais c'est mal amené, c'est mal exécuté en fait. C'est quand même mal exécuté. Puis il y a un concept dans le film qui est repris à moins de 2 reprises, c'est le fait que le Slenderman, ben non, je vais redire ce que je voulais dire. Dans le film, il est montré que le Slenderman a plusieurs pouvoirs. Mm-hmm. Outre le fait qu'il y a des tentacules, il y a plusieurs pouvoirs parce qu'il explique à un moment donné qu'il vient d'un autre monde. Parce que souvent, ils disent quand il apparaît, il y a une porte dans la forêt qui apparaît, puis c'est de là qu'il vient. Puis on la voit à un moment donné dans le film. Tout ça pour dire qu'à quelques reprises dans le film, on voit certains de ses pouvoirs. Un de ceux-là, c'est qu'il est capable de se connecter au téléphone. Ouais, ça c'était bizarre, ouais. J'ai eu un peu de bizarre à comprendre le concept. Lui, il prend le contrôle de la caméra, puis c'est genre à travers ses yeux, pour montrer qu'il est là. Puis comme il passe à travers les murs, puis là, Une chance qu'il faisait du HD avec ses yeux, parce que, mais tu sais... Il fait ça à 2 reprises, puis je comprends, ça fait une scène de panique, parce que là, ils sont dans la chambre, puis ils paniquent, ferment la porte, on est à capote, fait qu'elle ouvre la porte, il n'y a personne. Ouais, puis il y a le père qui rentre chez la fille, genre, parce qu'il est en détresse, parce qu'il s'ennuie de sa fille. Puis il cherche où, puis il l'accuse, puis comme, calmez-vous, puis comme, où ma fille? Mais ouais, mais on te rappelle que t'es rentré de chez eux de façon illégale pour menacer quelqu'un. Tu sais, les personnages réfléchissent pas dans ce film-là. C'est ça en permanence. Le chum de l'autre, la fille est en prise de panique pendant qu'il essaie de coucher avec. Puis la seule solution, c'est de donner de l'eau, puis de faire « t'es-tu correct? » Puis montre-moi la vidéo. Tu sais, il la croit pas. Tu sais, c'est comme... Puis c'est teasé que le gars a vu la vidéo au final. Ouais, c'est ça. Puis finalement, elle le revoit pas, lui. Ou je me trompe?
J'imagine qu'ils veulent garder ça pour un élément futur, j'imagine. Moi, j'espère qu'ils feront pas de suite à ça. En tout cas, il y a personne qui va aller le voir. Ben, s'ils peuvent repartir d'autres films de Slenderman, mais d'un autre univers, dans la musique avec d'autres personnages. Là. Un remake, à la limite, mais Ouais. qu'on s'en va ailleurs. Là, Parce que le personnage, j'ai du fort potentiel. Oh, puis- oui, mais c'est ça. Ben, ce film-là, il a l'air rushé. Il a l'air vraiment, on dirait que ça a été fait en 6 mois. Tout a été fait en 6 mois, genre. Puis ça se sent sur plein d'aspects, même visuellement. Je m'excuse de la phase que le Slenderman se transforme en genre d'araignée géante dans le bois. Tabarnak, c'est vraiment mal fait, là. Tu vois clairement le CGI mal retranscrit. Genre, tu le vois que c'est pas vrai. Tu sais, je pense qu'il était quasiment mieux de le montrer moins, finalement, que de le montrer ainsi. Il perd en crédibilité, puis il fait plus peur. Moi, honnêtement, ce film-là ne m'a jamais fait peur. Jamais, jamais, jamais. J'ai pas fait de saut. J'ai jamais été sénère. J'ai même pas été stressé une seule fois. Puis je suis une momoune, là, dans la vie. Là. C'était dans l'état que tu l'as écouté aussi, là, parce que moi, dans l'état que j'étais, écoute, j'ai été troublé, puis j'ai eu peur, surtout à la fin. Parce que le personnage, je le trouve quand même troublant et effrayant. Puis Ben, je pense j'ai que. aimé son design, outre le fait qu'il qu'en CGI, il est pas très beau, mais quand il est en vrai, parce que c'est un costume, Ouais. j'ai aimé son design, outre le fait qu'ils l'ont mis plus sale, que le personnage d'habitude était présenté comme propre, puis ça ajoutait un côté un peu... Ouais, ça m'a pas dérangé, ça. Non, puis j'ai aimé ce côté-là. Moi, les fois qu'on le voit bien, quand même, mettons dans la forêt ou debout, parce qu'à un moment donné, il y a une des filles qui fait une recherche sur le personnage, puis elle a plein de photos, puis plein d'extraits de personnes qui l'ont vu à travers le monde, parce qu'ils se promènent partout. Et t'as des images vraiment troublantes, puis quand même bien faites, comme des photos d'archives, genre en noir et blanc, ou flou un peu. Puis tu le vois tout le temps en background, puis il y a même quelques scènes où t'as les personnages qui marchent dans la rue le soir, et il est derrière eux, puis il bouge pas, il fait juste être là. À un moment donné, t'as comme la fille, elle marche pour retourner chez elle, puis il est comme à côté d'un buisson, puis il le regarde. Puis elle continue à avancer comme si elle était, puis t'es comme, Chris, il est là. Chris, il est là. Puis, tu sais, c'est comme le principe du personnage. Il est pas effrayant parce qu'il est effrayant. Il est effrayant parce que c'est un peu comme Michael Myers. Tu sais, il parle pas, il court pas, il fait pas de gestes agressifs. Il fait juste se promener avec un couteau, puis un masque, puis il poignarde le monde. C'est Ça c'est suffit. parce qu'il détonne avec la réalité. C'est pour ça qu'il est comme troublant. Ben, c'est le concept de Slenderman à la base. C'est qu'il fit pas dans la réalité. Il est comme. Il cadre pas. C'est ça qui le trouble, qui le rend effrayant. Parce qu'il est en veston cravate, il a des longs bras, il est grand, il a des tentacules, puis il a pas de visage. Puis il se promène dans la forêt le soir. Puis c'est très troublant. Puis dans le film, ils ont essayé de refléter ça en mettant un background, une histoire à ce personnage-là, qui est pas très bien exploité, puis mal utilisé un peu. Surtout que ses pouvoirs, parce qu'à la fin, il est dans un arbre, puis il absorbe une fille dans un arbre. Ouais, ça, on peut en reparler, là. Ben, Dans le fond, tous les enfants qui disparaissent deviennent des arbres. c'est genre ça, là. C'est comme ça que je l'ai interprété, là. Ben, j'ai l'impression que, pas nécessairement qu'ils viennent des arbres, mais qu'ils se font comme aspirer dans le monde de Slenderman. Là. C'est un peu comme ça que je l'ai vu. Même si la scène m'a troublé aussi avec l'arbre. Reste qu'il y a une phrase au début du film qui dit, ce que j'ai trouvé aussi un peu particulière, c'est que ça dit le Slenderman, quand il apparaît, il capture des enfants, mais il capture pas toutes. Parce qu'au début du film, il dit ça, il en prend quelques-uns, mais il prend pas toutes. Ceux qui survivent viennent fous ou paranoïaques, mais il capture pas toutes. Ben, dans les 4 filles, il y en a qu'une qui survit. Ouais, ben c'est ça. Ben, il y en a une qu'on sait pas, dans le fond, la Ben, il y en a une rousse. qui est zombie, là. Ouais, ça, mais la rousse, on sait pas ce qu'elle devient. Ouais, parce qu'on la voit un peu à la fin du film, là. Mais c'est Ah ouais? parce qu'il s'en sert comme hallucination pour l'attirer. Ah ouais, ok, non, c'est ça, mais on Parce la qu'il voit y a pas un des concrètement. concepts du Slenderman, c'est qu'il explique au début du film, si je trouve ça intéressant, c'est qu'il parce qu'à un moment donné, la fille va faire une recherche dans la bibliothèque, puis effectivement, la scène est mal amenée, mais ce qu'elle comprend, c'est qu'il joue dans ta tête. Le vidéo que tu vois, qui n'a aucune explication d'où il vient, ça rentre comme une sorte de programme dans ta tête qui te relie au Ouais. Slenderman. Ben, quand il met la fille, Wen, je pense qu'elle s'appelle, il enlève comme son visage pendant temporairement. Elle aurait eu le temps de s'enfuir, là. On s'entend, là. Ouais. Je comprends que lui, il avait comme un avantage sur elle, mais elle avait le temps de s'enfuir. Elle reste assise puis elle panique. Tu sais, je veux dire. En tout cas. Ouais, les réactions sont pas extra, je te l'accorde. Mais j'ai aimé le concept parce qu'ils disent qu'il vient du mental, qu'il vient du web, puis ça rendrait référence au mime, parce qu'ils disent que ce domaine existe. À la fin de la morale, c'est qu'il existe parce qu'on on le considère, tu sais, on lui donne de l'attention. Puis à la fin, ça dit, la fille a dit, arrêtez de l'écouter, arrêtez de penser à lui, ne cherchez pas à le contacter. Parce que ceux qui en ont peur sont fascinés. Ouais, c'est ça, puis ça amène d'autres personnes avec eux, puis ça crée un cercle. Fait que c'est un peu le principe du meme original. J'ai aimé ça, le clin d'œil au meme. Tu fais que c'est un personnage qui a été créé comme ça pour le fun, et que plus en plus de monde en parle, plus en plus qui devient populaire, puis... Comme un meme. Ouais, voilà, puis le film se veut un peu le concept de ça. Puis ça part avec une vidéo sur Internet, puis ça prend des ampleurs démesurées. Puis on sait jamais vraiment c'est qui chatte dans le film. C'est Il Slender. le mentionne à la fin.
Parce qu'à un moment donné, ils vont dans la chambre de la fille, et Ouais. tu sais, elle est sur le point de se suicider, là. Ouais, puis il y a tous les dessins de Là, elle Slenderman. regarde sur son ordinateur, puis il y a comme une note, puis ça dit Alex K33, c'est Ouais. Alison Key, puis c'est une patiente qui est sans amnésie psychiatrique, Oh. qui est une survivante du Slenderman. Il y a comme un article, elle voit brièvement un article, puis elle lit le titre, puis ça dit qu'elle a survécu au Slenderman, puis qu'elle est dans une amnésie psychiatrique. C'est survolé rapidement. Si tu prends pas le temps d'observer, tu manques l'élément. Ouais, je l'ai manqué. Mais j'ai pas compris pourquoi ils ont vraiment spécifié c'est qui. Ils auraient pu juste laisser ça en mystère. Ça répète le Slenderman, puis on arrête là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais ils ont comme voulu mettre un petit élément là, je pense, peut-être pour une suite, je sais pas. Ouais. Mais un peu comme pour la manière des films Final Destination, où que le personnage du premier, un des personnages du premier, le seul personnage qui survit du premier film revient par la suite parce qu'elle s'est enfermée dans une asile psychiatrique pour pas se faire avoir. Puis à un moment donné, elle ressort pour essayer de sauver les autres jeunes. Puis pour ceux qui connaissent la franchise, ils savent ce qui arrive. Mais reste, je pense un peu le concept, ça peut être un personnage clé qui va servir si ils veulent continuer dans cette lignée-là pour cette histoire-là. Mais vu l'échec, d'après moi, ils vont devoir revoir l'univers de Slenderman. Je pense pas que ça revienne. Ben, Slenderman, il est hyper populaire, là. Il est tout le temps populaire avec des personnages comme Freddy ou Jason. Puis c'est la première fois qu'il a le droit à un film. Est-ce qu'ils vont faire un autre film bientôt? Je pense pas. Ils vont peut-être attendre quelques années. Moi, ce que je pense, ce serait pas une mauvaise idée, c'est peut-être une série TV. Ça pourrait être plus. Ça aiderait. Une série TV que tu suis pas juste un personnage. Mettons, chaque épisode, c'est mettons une ville différente, un quartier différent. Tu suis une personne qui, mettons, voit le Slenderman ou qui l'a invoqué. Puis tout le long de l'épisode, ben, tu suis ce qui lui arrive. Puis à la fin de l'épisode, ben, c'est la conclusion avec le Slenderman. Puis le prochain épisode, c'est mettons, là on est rendu au Canada, là on est rendu au Mexique, là on est rendu à Paris. Moi, je verrais un concept comme ça pour le Slenderman parce que il est pas attaché à une place, puis il peut faire pas mal n'importe quoi avec ce personnage-là, il peut le mettre n'importe où. Et il n'y a pas vraiment de but en tant que tel. Il explique qu'il capture des enfants. Pourquoi? Il pourrait le développer, ça. Un peu comme ils ont voulu, à travers les films d'Halloween que tu as vu tantôt, ils ont voulu développer un peu le background de Michael Myers pour expliquer pourquoi il s'amuse à tuer du Mais monde. des fois, c'est bon d'avoir un mystère, genre, de pas tout savoir. Je trouve que c'est une des qualités de Michael Myers. C'est que dans le deuxième Halloween, on sait toujours pas d'où il vient, on sait pas de qu'est-ce qu'il a fait, on sait juste que tu es sa sœur. Puis c'est tout. Ben, c'est ça, dans les films originaux que t'as pas tout écouté, que j'ai pas tout écouté, ils ont essayé de donner un background. C'est ça aussi qui a pas aidé au personnage d'Halloween. Ils ont expliqué pourquoi il tuait. À un moment donné, dans les films, il parlait même. Ils ont essayé de le rendre plus humain, puis ça a pas aidé au personnage. Puis le remake de Rob Zombie ont voulu comme on est à la source. Mais il reste que c'est le concept, le côté mystère, ça aide. Mais ça, c'est le domaine, il y a un peu trop de mystère. Peut-être ça aussi, il y a peut-être un peu nuit au film, parce que au final, si tu connaissais pas le personnage, tu peux te perdre un peu en écoutant le film, parce que tu essaies de comprendre les motivations, moi, d'après moi, si tu connaissais pas le personnage, tu n'arrives pas à le cadrer. Parce que il y a pas vraiment de présentation dans le film. Oui, ils disent c'est Slenderman, il existe depuis toujours. Son but, c'est qu'il capture des enfants. C'est tout. Pour ceux qui connaissent pas, mais c'est un peu troublant. En tout cas, bref, je pense qu'on a fait pas mal de tour du film. Ouais. On va avec la critique, j'ai hâte d'entendre ta note là. C'est un échec, c'est mauvais, c'est du papier de toilette, c'est un des pires, c'est le pire film que j'ai vu cette année à date. J'en ai vu pas mal. Attendez, là. la semaine prochaine, ils vont dire la même chose. Ah, ouais, puis toi, tu as encore dit que c'est un classique instantané qui mériterait son Oscar, mais en tout cas, boum. Fait que c'est ça, non, c'est un navet, c'est littéralement un navet, tout est acheté, il n'y a rien de bon dans ce film-là, pas quelques détails. J'aime l'apparence du Slenderman. Ouais, je pense que je me limiterai à ça. J'ai pas détesté son C'est apparence, le point à retenir, c'est le point à retenir. mais c'est tout. Bref, je donne un 1 sur 5. Ah, c'est dans tes pires, effectivement. C'est la plus basse note qu'on peut donner. Ah, parce que tu veux pas donner de 0? Non, 0, je trouve ça sert à rien. Un minimum, c'est 1. Ou, je m'en dis, tu aurais pu aussi avec 0.5, tu sais, comme Non. Je donne un 1, c'est la note Ok, minimum. je savais pas qu'on avait mis un minimum à 1. Ok, c'est bon. Moi, j'y vais, écoute, je suis un peu moins. Comme je dis, j'ai travaillé mon opinion là-dessus, mais je suis un peu moins critique sur. Ben, il y a des défauts, ce film-là, c'est certain. Je les ai nommés tout le long de notre critique, certes, mais j'ai aimé le fait qu'ils ont voulu faire un film sur Slenderman. C'était ambitieux, c'était casse-gueule. Et il était temps. Ça, on l'a dit l'autre fois quand on en a parlé, quand ils ont annoncé le film. Je me rappelle, on en avait parlé au podcast. Ouais. Il était temps qu'il fasse un film sur Slenderman parce qu'il est hyper connu sur le. Il y avait un potentiel immense. Ça. Ouais, puis il est hyper connu sur les réseaux sociaux, sur la culture, mais il a jamais eu le droit vraiment à une vraie œuvre. Il y a des jeux, comme on a mentionné, mais ils n'ont jamais été plus loin. Puis même dans les jeux, il n'est pas vraiment exploité. Il est là, mais il n'y a pas vraiment d'histoire. Ouais, c'est ça. Puis là, ils ont voulu essayer de faire une histoire avec ça. Ça n'a pas très bien marché. Je dirais que je ne veux pas mettre la faute sur le réalisateur au complet, mais je dirais que le choix de réalisateur n'était pas le meilleur. Je dis pas que c'est un mauvais réalisateur en soi, mais je pense que pour ce genre de film-là, c'était pas le meilleur choix. Ça paraissait. Donc moi, j'y vois avec un 2.5 sur 5. Ah, ça,
Il mérite un peu plus que la note que ce qui est présenté. Moi, comme je te dis, il m'a beaucoup troublé, donc il a fait quand même sa job. Il y a beaucoup de films d'horreur que j'écoute puis que j'ai aucune émotion. Je ris presque. Je ris même à certains moments. Il y en a qui m'endorment. Littéralement, j'en ai écouté un il n'y a pas longtemps. C'était La Crucifixion. On en avait parlé à un moment donné au podcast. Puis ça, c'était mauvais. Là. C'était ennuyant. C'était endormant. Outre le fait que l'actrice principale était connue, le reste, c'était endormant. Mais dans ce cas-ci, j'ai passé un moment qui m'a fait quelques frayeurs. Donc, voilà. Donc, c'est déjà tout. Ouais. Donc, vous pouvez nous suivre, moi, Mathieu Blaise-Prévost, sur Facebook. Vous pouvez suivre Max Torion sur Twitter et Facebook. Le podcast est disponible maintenant sur Facebook, Twitter, YouTube, iTunes, DJ Pod. Toujours présent sur DJ Pod pour l'instant. Mais par contre, je pense qu'il n'y aura plus de nouveaux épisodes à ajouter sur DJ Pod, vu qu'on est rendu au maximum de nos capacités. Je pense qu'il reste le temps d'un épisode. On n'a pas fait encore totalement la transition, mais oui. Pour dire que maintenant, on est rendu vraiment sur Balado Québec. Tous nos épisodes sont disponibles. Vraiment, à partir de maintenant, ils vont tous être là. Parce que Digipod, on est arrivé à la limite de stockage. Donc, je pense qu'il y en a un qui rentre. Après, ils vont rester là. Vous allez pouvoir les écouter sur Digipod. Mais on n'en ajoutera plus parce qu'il n'y aura plus d'espace. Puis on ne payera plus pour ça. Puis aussi, vous pouvez nous suivre sur le 109 CHLI samedi soir. L'épisode est toujours monté, donc il y a des morceaux des fois qui manquent, comme l'épisode de la semaine passée, qui était l'épisode de Venom, parce qu'on est décalé à la radio. J'ai coupé, je pense, c'est 15 minutes de l'émission, j'avais pas le choix. Donc, mais j'essaie de prendre des bouts qui paraissent pas. Genre, mettons, quand on parle des acteurs, des actrices, je prends un acteur qu'on a parlé qui est secondaire, j'enlève juste ce bout-là, fait que ça paraît pas. Donc, dans l'ensemble, c'est ça. Et écoutez, on vous dit restez à l'écoute, puis la semaine prochaine, on vous le promet, on critique le film de Queen. Ouais. Donc, là-dessus, on vous dit restez à l'écoute, et à la semaine prochaine.